Apple 2, Epic Games 0. La victoire d'Apple en appel dans le procès intenté par l'éditeur de Fortnite confirme son incapacité à faire reconnaître le monopole de l'App Store. L'erreur de Tim Sweeney, ça a été dès le départ de dire « on vous attaque en justice ». Et c'est à partir du moment où Apple entend le mot « avocat », même si ça leur coûte la boîte, ils ne cèdent en rien. Mais d'autres appels sont encore possibles dès que la colère de Tim Sweeney, le CEO d'Epic Games, sera un peu retombée. Et l'on reparle d'un iMac Apple Silicon à plus grand écran que le M1 24 pouces. François, tes prières ont peut-être été exaucées. On n'osait déjà pas rêver d'un 27 ou d'un 30 pouces, alors quand la rumeur annonce un 32 pouces mini LED avant la fin de cette année, c'est évidemment la rumeur de la semaine. Moins de 6 semaines désormais avant la présentation attendue du casque Apple de réalité étendue, son autonomie ne dépasserait pas 2 heures avant d'avoir besoin d'un pack de batterie externe optionnel. Alors, la première chose que je me suis dite, c'est révolutionnaire, Apple qui fait des batteries interchangeables. Alors, si elle se confirme, cette faiblesse hypothéquera-t-elle le succès du casque déjà promis à un tarif stratosphérique ? Le tuto audio, êtes-vous sûr de savoir utiliser votre Apple TV comme un pro ? Après les explications d'Eli, vous serez peut-être surpris. Avec ce réglage-là, vous êtes prêt pour les téléviseurs du futur et pour passer tous les contenus qui vont arriver au fur et à mesure. Le bonus hebdo exclusif pour notre communauté Patreon cette semaine, le succès grandissant du reconditionné, notamment chez Apple, plus 16% en 2022. 80% des rejets de CO2 d'un smartphone sont produits au moment de sa fabrication. Donc du coup, écologiquement parlant, ça a vraiment beaucoup de sens. Et puis nos invités cette semaine, Martial et Léonard Yu, ensemble, ils signent un petit bouquin pour aider les étudiants à utiliser au mieux ChatGPT. Au-delà des étudiants, moi je vois ça comme Gutenberg 2023, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une révolution industrielle au sens large du terme. Je pense pas qu'Apple puisse rester absent là-dessus et ça m'étonne pas plus que ça parce que j'imagine qu'on va voir arriver une offre et une proposition d'Apple sans doute dans les prochains mois. On va parler avec eux de la fascination et aussi des dangers peut-être de l'intelligence artificielle. Dès maintenant, notez le rendez-vous exceptionnel qu'on vous donne la semaine prochaine. Il est le journaliste le mieux informé au monde sur Apple. À quasiment un mois jour pour jour de la keynote de la WWDC 2023, Mark Gurman de Bloomberg sera de retour dans iWeek, la semaine Apple. Les toutes dernières infos sur le casque de réalité étendue, sur iOS 17, les nouveaux OS, le calendrier des processeurs M2, M3, les nouveaux Mac potentiels, le MacBook Air 15 pouces, le Mac Pro, le Mac Studio et peut-être un iMac 32 pouces. Ce sera donc avec Mark Gurman, notre invité exceptionnel, la semaine prochaine dans iWeek, la semaine Apple. Voilà, après cette bonne nouvelle, pour commencer, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à chacune et chacun d'entre vous. Oui, je vous vois tous là-bas. Dans le podcast indépendant de référence pour tout ce qui concerne l'actu Apple et bien au-delà, tout l'écosystème. Et je salue tout de suite nos invités, oui, car ils sont 2, 4 mains pour un même livre, ChatGPT School pour les étudiants, le guide complet pour réussir ses études avec ChatGPT. 2 auteurs, un père et son fils, nom de famille Yu, prénom Martial et Léonard. Bienvenue, salut à tous les deux, ça nous fait trop plaisir que vous soyez là. Bonsoir. Bonsoir, merci effectivement de l'invitation. On est très heureux aussi de pouvoir participer à iWeek. Merci d'être là ensemble, je sais que c'est pas si fréquent, donc c'est vraiment un cadeau que vous nous faites. Alors Martial, toi tu es le pater familias. Voilà. On se connaît depuis longtemps tous les deux, hein, on est des anciens d'Europe 1 au départ. Aujourd'hui tu es sur RTL, chef du service économie. On te retrouve aussi tous les 15 jours sur M6 dans Capital avec Julien Courbet. Et donc désormais aussi co-auteur de ce petit bouquin vert flashy qu'on ne peut pas rater, que vous avez dû mettre en chantier très vite, j'imagine, parce que ChatGPT pour le grand public, ça commence fin novembre. Ça fait même pas 5 mois et votre bouquin est déjà sorti. Comment vous avez fait ?
Ça, c'est un peu déjà la magie d'être dans l'auto-édition, puisqu'on en a discuté avec Léonard, qui lui connaissait déjà bien toutes ces possibilités liées à l'intelligence artificielle. Moi, c'est vrai, comme à peu près tout le monde, j'ai découvert ça en novembre, mais on en a discuté, et finalement, en auto-éditant ce livre sur Amazon, on a pu aller très très vite, et il a été, on l'a écrit chacun avec nos sensibilités. Lui, le technicien, il vous en parlera, il connaît ça par cœur. Et puis moi, allez, le boomer, celui qui se pose des questions, qui s'interroge à la fois sur les opportunités, puis sur les risques. Et c'était ces deux visions-là qu'il fallait mettre ensemble, justement, pour à la fois apporter des clés. Moi, mon sentiment après discussion sur la technique et sur le matériau avec Léonard, c'était que de toute façon, c'était l'avenir de nos jeunes aujourd'hui, la maîtrise de l'intelligence artificielle et de ChatGPT en particulier. Et donc, autant leur donner les clés, les moyens d'utiliser ça au mieux, d'optimiser l'outil en mettant de côté le procès de tentative de manuel pour tricher, mais plutôt de utiliser au mieux cet appareil-là, quoi. Bon, Léonard, alors j'imagine pour toi aussi une sacrée aventure. Tu coécris ton premier livre avec ton père, j'imagine que c'est ton premier livre. Hein. Bon, on va évidemment y revenir dans quelques instants, mais comment ça s'est passé de ton point de vue et qui a fait quoi entre vous deux alors? Alors Vraiment. ça s'est passé on a commencé du coup avec l'idée, c'est-à-dire au début il n'y avait pas eu de communication entre moi et mon père sur ce livre, ni même ChatGPT en dehors de dîner un petit peu agité par l'actualité de l'intelligence artificielle. Et puis à un moment j'ai un petit peu évoqué le sujet de ce projet qui était de sortir un livre, ou en tout cas une formation, en tout cas quelque chose qui pouvait éduquer justement les jeunes, précisément les étudiants, car comme vous le savez, je suis étudiant et je voyais beaucoup de mauvaises utilisations et de mauvaises connaissances autour de l'intelligence artificielle, et plus précisément de ChatGPT dans mon entourage et donc dans mon école. Et j'en ai parlé, puis au final la discussion s'est lancée et puis a continué. Et donc mon cher père a juste une idée de pouvoir mettre son expertise sur ce domaine-là et sur l'économie plus généralement dans l'ouvrage. Et donc c'est ce qu'on a fait. On a travaillé pour effectivement, comme vous l'avez dit, le sortir le plus vite possible, malgré les facilités que nous donnait l'auto-édition. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Et donc très heureux aujourd'hui de pouvoir présenter ce projet qui nous tient à cœur et qui je le sais peut et aide déjà leurs lecteurs, quoi. Bon, j'imagine que l'aventure même de l'édition du livre est un sujet en soi. On en dira peut-être un mot tout à l'heure. Vous ne bougez pas, tous les deux. On vous garde avec nous. On revient très vite vers vous pour discuter du bouquin, mais aussi de cette révolution qui est ChatGPT, ces intelligences artificielles conversationnelles qui fascinent, qui inquiètent et qui font dire aussi beaucoup de bêtises à beaucoup de nouveaux spécialistes de ces domaines. Alors, quand je dis on, Martial, eh bien on, c'est nous, la Team iWeek que tu vois là. C'est une joyeuse bande, le top du top en termes d'expertise sur Apple, mais aussi bien au-delà, tout l'écosystème, les GAFA, le numérique au sens large. Alors, je vous présente d'abord Eli Abitbol. Lui aussi est co, mais lui, il a tout fait avec son frère, et je pense notamment à la création de ce groupe d'Apple Premium Resellers, comme on les appelle, 5 magasins à Nice, Cannes et Aix-en-Provence. Et puis Eli, tu es aussi le président de ces APR dans toute la France, et donc tu es une voix qui compte doublement, très proche de la réalité du terrain et de ceux qui consomment des produits Apple et des produits tech en général. Salut Eli. Et oui. Bonsoir tout le monde, ravi d'être là encore une fois. Ils m'ont toujours pas trouvé chez Apple, donc je suis toujours président. Donc un jour ils vont s'en apercevoir qu'ils ont oublié de refaire des élections, mais bon. Bon, on est très heureux que tu sois là comme chaque semaine. Juste à côté, Gilles Dounès, ancien rédacteur en chef du site macplus.net, co-auteur lui aussi d'un autre livre de référence, cette fois sur l'iPod. Ça s'appelait iPod Backstage, c'était chez Duno. Salut Gilles. Salut Benjamin. Bonjour les amis. On avait fait vite. On a eu le feu vert de l'éditeur fin avril et les dernières pages est partie le 19 juillet, je me souviens. Vous avez fait mieux les enfants. Hein. Je vous félicite.
On va peut-être reparler un peu de cette prouesse aussi d'édition tout à l'heure. Et puis je vous présente Fabrice Neumann. Alors il est consultant, mentor en technologie. C'est le dernier arrivé dans la bande et aujourd'hui on pourrait plus s'en passer. Salut Fabrice. Salut mon capitaine, c'est gentil de dire ça. Je c'est vais vrai. rougir En plus, maintenant, c'est vrai. malin. Bonjour à tous. Très, très, très heureux de recevoir Martial et Léonard. Ça va être passionnant, j'en suis sûr. Très sympa. Bon, on peut rappeler, Fabrice, où on te trouve si on te cherche. Si on me cherche, on peut trouver déjà sur mon site pro-fusion-conseil.fr et puis sur les réseaux sociaux @Fabrice Neumann partout. Alors les rappels d'usage. D'abord, la version vidéo de cet épisode sera disponible dès jeudi et sans pub sur patreon.com/iWeek pour notre communauté Patreon. En la rejoignant, vous ferez aussi une bonne action puisqu'en nous soutenant financièrement, vous aiderez aussi l'aventure iWeek à continuer et à se développer. Ensuite, la version audio de ce podcast est disponible sur toutes les plateformes gratuitement et donc profitez-en pour vous abonner en cliquant sur le bouton suivre. Vous ne raterez plus aucun épisode et on vous conseille aussi d'en profiter pour suivre la quotidienne iWeek, cet autre podcast que vous recevrez chaque jour de la semaine sans bouger le petit doigt. Et puis on attend vos réactions évidemment, vos questions, vos messages sur Twitter et Mastodon avec le hashtag iWeekLSA. À suivre, on va évidemment reparler du futur casque de réalité étendue d'Apple. Ces 2 heures d'autonomie, le condamne-t-il à l'échec? On va aussi évoquer cet iMac 32 pouces qui pourrait arriver avant la fin de l'année. On n'osait plus l'espérer. Dans un instant, l'événement de la semaine, c'est Apple qui gagne en appel contre Epic Games. À tout de suite. L'événement de la semaine, c'est cette victoire en appel d'Apple contre Epic Games, une victoire assourdissante dans ce procès en appel autour de Fortnite sur l'App Store, autour de sa disparition aussi et des moyens de paiement alternatifs qui vont pourtant devenir sans doute une réalité en Europe dans les prochains mois. Le premier procès en 2021 avait déjà donné raison à Apple sur 9 des 10 points soulevés par Epic Games. 2 ans plus tard, rebelote. Et c'est un statu quo, les garçons, qui a immédiatement été salué par Apple à la vitesse de l'éclair, on pourrait dire. C'est même très étonnant. Là, ils ont vraiment été... je pense qu'ils l'attendaient, ils le guettaient. C'était le doigt sur le bouton pour envoyer le communiqué. Mais en même temps, ça leur fait tellement plaisir. Ouais. Comme par hasard, j'ai envie de dire, on avait évoqué ça dans la quotidienne, le fait que peut-être dans iOS 17, il y aurait un moyen de faire du sideloading, donc c'est-à-dire de ne pas utiliser l'App Store d'Apple pour installer des applications sur son iPhone, mais visiblement, ce serait uniquement pour les iPhones vendus en Europe, ou en tout cas pour la version européenne des iPhones ou du système. Et là, on commence à avoir un morcellement du marché. Ça aussi, pour moi, c'est ça la grande secousse, c'est-à-dire que donc ce jugement en appel confirme ce qui avait déjà été jugé avant. Il y avait 10 sujets. Il y en a un qui est resté... C'est resté exactement pareil. Le seul qui reste contre Apple, c'est concernant la loi en Californie spécifiquement. Mais tout le reste, les juges ont jugé que Apple n'était pas en position dominante, que sa position, notamment de dire que c'est la façon d'utiliser l'App Store et de gérer l'App Store pour protéger les utilisateurs contre les dangers du monde extérieur, validait leur approche. Et on sait que potentiellement l'Europe ne va pas juger de la même manière. Je dis pas qu'il y a un procès en cours, mais en tout cas que la loi européenne ne va pas considérer la même chose. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que le morcellement, moi, ça me fait peur un peu en termes de fiabilité. Et je trouve que la fiabilité est déjà pas terrible. Donc voilà, c'est un peu, je trouve pour moi, c'est une victoire à la Pyrrhus, comme on dit. C'est-à-dire que globalement, tout le monde perd, je crois. Je sais pas.
Moi, je trouve que c'est bien qu'Apple ait gagné, parce que ça m'énervait un tout petit peu, ces apparitions à répétition de Tim Sweeney qui essayait, à chaque fois qu'il le pouvait, de se présenter en victime par rapport à l'énorme machine Apple qui voulait tout contrôler dans la Terre. Apple n'est pas comme ça. Donc, et puis ce système d'App Store, il y a une contrepartie, on en a parlé déjà, ce sont les infrastructures, c'est la promotion, c'est le marketing, etc. Et encore une fois, on parle d'un jeu gratuit où Apple met tous les efforts et les développeurs à ce niveau-là profitent de tout ça. Donc, c'est un peu malhonnête dès qu'il y a une petite extension de vouloir dire oui, mais ça, on la veut tout que pour nous. Apple n'y est pour rien. Ben si, Apple est là pour la base parce que sinon, tant que les gens n'ont pas le jeu gratuit sur l'App Store, ils ne peuvent pas acheter les extensions. Hein. Donc, bon, après, l'Europe, c'est compliqué parce qu'ils ont leur propre croisade à défendre, mais c'est un peu dommage qu'on puisse gagner aux États-Unis et perdre en Europe. Mais bon, parce que la logique est la même. Hein. Ouais. Bah, heureusement, en même temps, c'est donc pas les mêmes Oui, continents. c'est vrai. C'est pas la même politique et Oui. pour certains autres Non, sujets, c'est on vrai. est bien content. Donc, non, ce qui est intéressant, c'est que la discussion continue justement, malgré tout, parce que Apple a toujours dit, alors ça, c'est ce que disent toutes les grosses boîtes, on fera ce que dit la loi, toute la loi, mais pas plus. Et Apple est spécialiste pour tirer au maximum sur la corne, parce qu'ils ont aussi cette puissance-là. Moi, je ferais un petit parallèle aussi avec une news dont on a parlé la semaine dernière sur une possibilité d'Apple de sortir une application de journal, comme type de journal intime. On a parlé dans la quotidienne. Oui. Et je fais un parallèle avec ça parce que je trouve que c'est typique le genre d'exemple où, pour rappel, donc ce serait une application potentiellement sortie qui serait intégrée à iOS 17 pour tenir un peu un journal, on va dire un journal intime pour comprendre de quoi il s'agit, mais qui concurrencerait complètement une autre application qui existe sur iPhone depuis bien 10 ans qui s'appelle Day One et qui est en gros l'application du genre sur iPhone. Et je trouve que c'est l'exemple typique d'Apple qui va gratter un peu, qui donne le bâton. Alors là, c'est un petit bâton, mais le bâton pour se faire battre. C'est-à-dire que y a un truc qui est intéressant, ça a l'air d'intéresser plein de gens. Allez hop, on va l'avaler. Et Au bout de 10 ans, ils les non, ont mais laissés. voilà, ils ont laissé, et puis c'est de bonne guerre quelque part, mais c'est pour ça que c'est pas du tout la même échelle, hein, mais c'est pour illustrer un petit peu, parce que dans ce sens-là, en même temps, ça se discute, mais c'est quand même... Et je trouve que, et dans ce contexte-là, je trouve que Apple a, comment dirais-je, ose continuer malgré tout à aller. C'est pour ça, c'est en ce sens-là que je trouve que ça illustre bien, c'est que il tire au maximum, y compris pour les plus petites choses, parce qu'une application supplémentaire, ça change pas ça change pas la vie, quoi. Mais voilà, je trouve que c'est ils tiennent leur position au maximum et je pense aussi quand même quelque part que c'est bien qu'on les pousse un peu parce que justement faudrait pas non plus tout abandonner sous prétexte que ils ont la plupart du temps de bonnes intentions. Qu'est-ce que ça a donné comme réaction du côté d'Epic Games et de notre cher ami Tim Sweeney? Oh là là, il était pas content. Hein. Vraiment pas content, hein, le garçon. Ouh là 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 là. Est-ce qu'il pouvait légitimement espérer une amélioration du jugement par rapport au premier procès, Fabrice? Je pense que oui. Ou est-ce que mais c'était là où une je croisade rejoins, pour le principe, tu vois? Ouais, mais là où je rejoins Ellie, c'est que je pense qu'il y a aussi une histoire. Alors, la loi, les juges ne sont pas censés se raccrocher à ça, mais il y a une histoire de forme. C'est-à-dire que, comme disait Ellie tout à l'heure, il arrive sur son destrier en disant « c'est affreux, regardez ce que les méchants me font ». C'est pas la bonne manière, quoi. Là, en termes de manière, il s'y est pris comme... Ouais. C'est facile pour moi de dire ça, hein, mais il y a suffisamment de choses à reprocher à Apple en disant c'est quand même dommage, faites un petit effort d'ouverture pour que justement on puisse être d'accord avec vous sur tous les discours que vous dites, vous êtes là pour protéger les utilisateurs, etc., et leur donner les meilleurs outils. Et
dans certains cas, c'est pas vrai. C'est-à-dire que là où moi je suis d'accord avec Tim Sweeney et d'autres, l'exemple, toujours pour moi, tant que ça n'a pas changé, ce sera toujours le bon exemple pour moi. C'est Kindle, les livres électroniques. On ne peut pas acheter de livres électroniques sur l'appli Kindle de l'iPhone ou de l'iPad. Et je trouve ça fou, je trouve ça dingue. C'est-à-dire qu'on a fini son bouquin, on veut en acheter un autre, il faut sortir de l'application et puis ensuite aller sur le site web et se connecter à son compte Amazon pour acheter un bouquin qu'ensuite on va envoyer vers le Kindle sur son iPhone ou son iPad. Et pourquoi on fait pas ça ? On est obligé de faire ça parce que Apple dit oui, bah, sur un livre électronique, je prends aussi mes 30%. Ou mes 15%, parce que même 15%, parce que je suppose qu'Amazon a obtenu 15% de taxes supplémentaires plutôt que 30%. Mais même ça, le prix du livre, notamment quand c'est vendu par Amazon, c'est assez bas. Et donc, dans le business plan d'Amazon, ça ne marche pas. Et ça se discute vraiment. Et là, du coup, c'est vraiment les deux géants qui sont ancrés sur leur position et qui ne bougent pas. Et qui sait qui paye dans tous les sens du terme, c'est nous les lecteurs, parce que c'est pas pratique. Et là, le discours d'Apple de dire on fait les choses au plus pratique pour les utilisateurs, eh bien c'est pas vrai. Et ça suffit de dire ça, à mon avis. Alors, est-ce que c'est la fin du procès Epic Games contre Apple pour autant ? On était donc en appel. D'autres recours sont encore possibles. Est-ce que vous pensez que Tim Sweeney va continuer les frais et sa croisade, quoi qu'il en coûte, comme on dit en France ? Oui. Oui, parce que tant qu'il fait ça, il continue à exister médiatiquement. Donc, c'est une façon de communiquer comme une autre. Tu sais, toute publicité, bonne ou mauvaise, c'est de la publicité. C'est vrai. Donc, à mon avis, oui. Lui-même pèse 5 milliards, mais il a peut-être plus envie de continuer à balancer l'argent par les fenêtres non plus. Sauf qu'Apple, il semblerait qu'Apple ait envie de continuer parce qu'ils ont dit on va voir si jamais le 10e sujet sur lequel on a perdu, nous on va peut-être continuer à y aller pour voir parce qu'on aimerait bien avoir un 10 sur 10 s'il vous plaît madame la maîtresse. Bah, en fait, pour résumer tout ça et par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, par rapport est-ce qu'ils n'auraient pas pu discuter ou quelque chose comme ça, il y a un truc très important quand tu travailles avec Apple, comme vous le savez, ça fait quand même quelques années que je fais ça. Il y a un truc qu'Apple ne supporte pas, c'est qu'on les attaque. C'est-à-dire, tu peux discuter, tu peux envoyer des mails, tu peux aller les voir, tu peux appeler, tu peux tout faire, sauf envoyer un avocat. L'erreur de Tim Sweeney, ça a été dès le départ de dire on vous attaque en justice. Et c'est à partir du moment où Apple entend le mot avocat, même si ça leur coûte la boîte, ils ne cèdent en rien. Ça leur coûte une fortune en avocat. Peut-être qu'ils auraient pu trouver un compromis. Mais ça, c'est typiquement Apple. Vraiment, ils iront jusqu'au bout parce qu'ils ont osé les attaquer en justice. Et vraiment, ça, c'est l'ADN d'Apple. Mais on ne sait pas si Tim Sweeney n'a pas envoyé des messages avant d'attaquer en disant... je ne sais pas. Il a attaqué assez vite, je te le concède. Il a dû envoyer des messages, il a dû essayer de... Ils ont dû essayer quand même, quelque part. Oui, forcément. Mais Apple a tellement de mal à céder même le moindre petit centimètre de terrain que... Bon, je pense que Tim Sweeney s'est énervé vite. Mais il a dû essayer à faire autre chose quand même avant, quoi. Je trouve ça fou. Bah, c'est que son cas n'était pas forcément défendable. Maintenant, après, on peut ne pas être d'accord, mais il a un peu exagéré dans ce qu'il disait. Oui. Donc, ce procès, ça veut aussi dire que, en dehors de l'Europe, où on s'attend à ce que les choses bougent avec iOS 17 et l'entrée en vigueur du Digital Markets Act, le DMA, en dehors de l'Europe, ça ne va rien changer du coup. Le fonctionnement d'Apple avec l'App Store va pouvoir rester comme ça, en tout cas aux US, en Amérique du Nord. C'est ce qui semble, effectivement, que rien ne change. Donc ça veut dire que là, de ce point de vue-là, c'est l'approche App Store reste, soyons clairs, c'est ce qui reste le plus pratique, malgré tout. Quelque part, moi, je regrette que le Mac App Store soit pas plus développé que ça aujourd'hui, parce que l'approche est formidable. Le traitement manque un peu de souplesse. Il y a aussi des éditeurs qui regrettent un peu de ne plus avoir de contact direct avec leurs clients, puisque tout passe par l'App Store. Donc, c'est aussi un problème de gestion. Quand on vient de la presse, on comprend bien ça. C'est le rapport direct avec son lecteur, c'est vachement important, d'un point de vue marketing notamment. Donc, non, ça ne va pas changer. En même temps, je pense que c'est...
je me demande si, malgré la victoire d'Apple sur les deux instances, ça peut quand même donner... Enfin, le fait que ça va changer en Europe, ça a déjà changé hein, pour les applis dites de lecture en Corée, où il est possible, et puis déjà donc en Europe, aux Pays-Bas, où pour certaines applications, il est possible d'intégrer dans son application un lien vers le site web. Donc on n'est pas directement dans l'appli, mais au moins dans l'appli, on a un lien qui apprend à l'utilisateur qu'il est possible d'aller s'abonner ou de payer par un autre biais en sortant de l'App Store. Donc c'est vraiment ça, c'est l'exemple aussi, un autre exemple typique de ce que fait Apple au minimum pour donner, bon, allez d'accord, on vous donne le droit de mettre un lien une seule fois, même pas deux, hein, à un endroit précis en disant bon d'accord vous pouvez aller là. Ça bouge quand même un petit peu. Donc je regrette moi beaucoup les gesticulations de Tim Sweeney, mais que Apple bouge un petit peu, ça je regrette pas. C'est souvent sur la forme que je regrette. Bon, et pour la blague, quelques heures avant ce jugement en appel, Epic Games parlait de porter Fortnite au cinéma. Donc ils avaient la tête ailleurs. C'est bien. Ils n'étaient pas produits par Apple TV+, bien sûr. C'est ce que j'allais dire, exactement. Produit par Apple TV+. Mais ça. Oui. Bon, c'est un autre sujet, on verra. Allez, on marque une toute petite pause et on se retrouve avec l'info de la semaine, l'info de Mark Gurman en tout cas. L'autonomie annoncée du futur casque Reality d'Apple, 2 heures. Et pas plus, en tout cas, pas plus sans brancher un pack de batterie externe optionnel. Ouh là là, on a déjà peur du prix. À tout de suite. Le casque Reality de réalité étendue qu'Apple devrait dévoiler au monde le 5 juin prochain ne disposerait que de 2 heures d'autonomie, un pack de batterie externe optionnel. Et quand on sait que les roues sont facturées $600, on a peur. Ça fait donc beaucoup moins rêver, d'autant qu'un premier câble USB-C, lui, se chargera déjà en permanence d'acheminer les données vers le casque. Est-ce que ce sont pour vous de mauvaises nouvelles pour ce nouveau produit sur lequel Apple joue tellement? Pour moi, non. Je pense que c'est bien par rapport à un premier produit pour plusieurs raisons. Oui, parce que 2 heures de réalité virtuelle ou augmentée, c'est assez fatigant. Donc, on peut profiter pour aller boire un pot ou vérifier qu'on est toujours sur le monde réel. Et puis, éventuellement, si on est très riche, prendre la deuxième batterie qui était en train de charger dans un coin et hop, repartir pour 2 heures. C'est la petite pause santé. C'est comme quand on se lève que l'Apple Watch vous dit « Levez-vous, allez, ne restez pas 24 heures sur 24 branchés. » Bon, après, ce qu'il faut voir, c'est que s'ils avaient mis des batteries plus lourdes, ça aurait été compliqué parce que ça aurait été pesant. Déjà, on ne pouvait pas les mettre dans le casque lui-même. Les autres l'ont fait. Ça donne des casques massifs qui font un peu mal à la tête quand on les tient, etc. Donc, le fait d'avoir quelque chose à la ceinture, surtout si ils vendent des étuis, qu'on va payer cher aussi, le petit étui à batterie. La ceinture Hermès, tu veux dire? Mais yes, la version Hermès, le connecteur. Le casque à 3000 et la ceinture Hermès pour les batteries. On va être mignon, dis donc. Et puis, la deuxième batterie, effectivement, on dit qu'elle aurait la taille d'une batterie pack actuelle d'iPhone. Donc, c'est pas énorme en termes de poids et en termes de taille. Donc, on pourrait en avoir une deuxième. Bon, il faut voir à quel prix Apple va les vendre. Ça, c'est autre chose. Hein. Mais on pourrait avoir une batterie de secours. Donc, pendant qu'une se charge, on utilise l'autre et on peut les permuter. Alors, après, on ne sait pas, est-ce que le chargeur... Je crois que, si j'ai bien compris Mark Gurman, on pourra charger la batterie avec un simple câble USB-C. Donc, ça veut dire, relié évidemment à un chargeur, mais ce ne sera pas un chargeur où il faudra poser la batterie et qu'il faudrait acheter ou qui serait livré avec le casque. Donc, non, moi, ça ne me dérange pas. De toute façon, ce casque, avec la quantité de caméras, des processeurs et tout ça, que ça tienne 2 heures, c'est déjà pas mal. Hein. Fabrice, toi, quand tu as vu l'info, est-ce que tu t'es dit... oh là là, 2 heures, c'est pas bon. Ou tu t'es dit, bah non, c'est juste normal et c'est déjà bien suffisant pour avant d'avoir mal à la tête. La première chose que je me suis dit, c'est révolutionnaire. Apple qui fait des batteries interchangeables. Dis donc,
Vous vous rappelez des smartphones où on pouvait enlever le dos en plastique, c'était bien, c'était pas cassable et on pouvait enlever la batterie et changer la batterie pour repartir. Je trouve que c'est vachement bien. Donc ne perdons pas ça de vue non plus, c'est-à-dire que globalement, c'est peut-être un retour vers le progrès, si je puis me permettre. Qui sait Ben oui, qui sait justement. On rappelle, pour faire un petit aparté, que les iPhone 14 tout court ont un dos changeable beaucoup plus facilement, comme les iPhone 4 à l'époque, alors que les iPhone 14 Pro sont encore sur le modèle précédent et que ça coûte 400 boules pour changer le dos en verre. Donc voilà, en termes de réparabilité et d'adaptation à l'usage, moi ça m'intéresse. Après 2 heures, je rejoins en fait ce qu'ont dit mes petits camarades et ce que vient de dire Élie et aussi ce qu'a dit Gilles dans la quotidienne, en rappelant que les premiers MacBook Titanium machin, quand ils tenaient 3h30, on était content. Voilà. Alors aujourd'hui, on a des MacBook à puce M1 ou M2 qui tiennent largement 10, 12, 13 heures et c'est super. Mais au début, c'était pas comme ça. Et là, c'est vraiment nouveau. Et si en plus, on est donc au niveau de performance, avec des écrans, des caméras à foison, etc., c'est peut-être pas mal. Et puis, c'est vraiment un nouvel usage. Donc, comme dit Élie, faudra voir le côté le confort pour porter le casque en question. Le fait que la batterie soit pas dans le casque, ça va améliorer le confort, c'est évident, parce que les quelques casques Meta que moi j'ai utilisés, je trouvais pas ça confortable du tout. Et puis même aussi d'être enfermé dans ce monde complètement pendant 2 heures, peut-être que ça suffit. En tout cas, ça suffira pour découvrir ce que c'est et voir ce qu'on pourra faire avec. Parce qu'on ne va pas marcher avec ça sur la tête toute la journée. Donc je ne suis pas gêné en fait par ça. L'une des infos de Mark Gurman de ce dimanche dans sa newsletter Power On, c'est qu'on aurait la possibilité de faire tourner dans le casque des centaines de milliers d'apps destinées au départ à l'iPad, avec peut-être aucun besoin d'adaptation. Ça marcherait directement dans le casque. Ouais, Élie. Ouais. Une super nouvelle et franchement, plus on s'approche de la sortie, plus à la limite, j'ai envie de voir ce casque, peut-être même de l'acheter, alors qu'au départ, j'étais vraiment en disant « c'est pas pour moi, ce truc-là, j'attendrai les lunettes », mais il m'a l'air pas mal ce casque. Alors, il y a un mode qu'il faudra vérifier parce que 2 heures d'autonomie, c'est peut-être dans le mode complet avec les caméras, tout ce qui va autour, etc. Mais Apple parle aussi de pouvoir regarder un film comme si on était dans une grande salle de cinéma, voire même dans l'espace. Alors, si le film s'arrête au bout de 2 heures, par exemple parce qu'on est dans un avion pour aller à New York ou à San Francisco, là, c'est un gros souci. Mais comme il y a l'USB-C, est-ce que le casque n'aurait pas un mode connecté à un autre produit Apple, à un Mac ou à un iPhone USB-C ou iPad ou autre, qui permettrait de regarder juste un film. C'est-à-dire qu'en fait, on se mettrait dans un mode, je suis au cinéma. Et là, ça justifierait d'avoir quand même soit une batterie qui dure plus longtemps, soit le fait d'être alimenté par un autre périphérique qui lui-même a ses batteries. Parce que sinon, ça serait décevant. Là, ça serait ma seule déception, mon seul bémol, ça serait cette utilisation-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a des lunettes concurrentes. Il y en a qu'on n'arrive pas à trouver en France, malheureusement, qui s'appelle Nreal, que j'essaie de faire venir depuis 6 mois. Et Amazon me dit super, on vous les livre en France. Ah non, on n'a pas le droit de vous les livrer. Une fois que je suis passé à la caisse, il me dit frais de port pour la France, 100 € de douane et de frais de transport. Je dis oui, c'est cher, ok, mais admettons, je vais payer. Ils me disent ah non, on ne peut pas vous l'envoyer en France. Mais alors pourquoi vous me dites que ça me coûte 100 € de frais de douane? Bref, donc, ces petites lunettes-là permettent de regarder des films parce qu'elles sont alimentées par l'USB-C d'un iPad mini ou d'un Mac. Et bientôt t'en avais parlé déjà, je me souviens. Oui. Bon, si on revient sur le casque, donc des centaines de milliers d'apps iPad, ce serait effectivement une bonne nouvelle, Fabrice. On parle donc de vidéos type cinéma ou série, sans doute de l'Apple TV+ dans le casque, livré direct, du sport en direct, des infos, du jeu aussi. Une application de bien-être avec des sons relaxants et de la méditation. Et puis aussi peut-être une adaptation de Fitness+. Avec une version qui permettrait de faire sa gym tout en ayant le casque sur la tête.
Ce serait prévu Oui. pour. Voilà. Alors là encore, Mais là, heureusement avec que- les fils partout, comment tu fais si tu as des câbles partout? Non, mais Si justement, tu as bah, l'USB-C, bah, oui, mais avec le oui, mais USB-C. il faut voir si effectivement, il faut peut-être une ceinture ou une poche pour mettre la batterie et puis un câble que tu fais passer dedans ton t-shirt. C'est peut-être pas formidable. Je pense aussi, par exemple, à plus de Fitness Plus. Il faut pas oublier, hein, on peut faire du yoga, du machin, etc. Mais on peut aussi faire du rameur et du vélo. Et là, on bouge pas. Tellement. En revanche, pardon pour ceux qui en font tout le temps, mais du vélo d'appartement, des fois c'est un peu chiant parce que justement on bouge pas. Alors que si on a le casque sur le visage et qu'on peut être à la Et des campagne, Alpes n'importe où, enfin qui où on veut, défilent, ouais. et on s'y croit plus, peut-être qu'on pédalera plus et mieux et plus longtemps, et le fait d'avoir un câble, c'est pas grave. Donc ce sera adapté plus à certains sports qu'à d'autres, mais c'est là où ça peut être vraiment intéressant. Après, le seul truc, c'est il faudrait qu'il y ait, comme pour les AirPods Max, un contour là caoutchouteux qu'on puisse enlever et laver, parce que faire du sport avec ça sur la tête, il y a un moment ça va rapidement être dégueu. C'est donc vrai. ça il faudrait que ce soit facilement retirable. Voilà, c'est à ça que je pense. Le fait qu'on parle d'un nouveau port propriétaire de charge, alors ce serait du Lightning, mais peut-être un type particulier de Lightning adapté au casque, ça vous semble une bonne idée? Ça me fait penser au port de charge d'un iMac, par exemple, ou d'un moniteur Apple XDR, c'est-à-dire ce connecteur rond qui est en même temps magnétique et qui permet de passer une certaine quantité d'énergie. Pourquoi pas? Apple l'a déjà fait sur des produits, donc il pourrait le faire. Le but n'est pas de faire un MagSafe extrêmement souple, ce qui fait que dès qu'on tournerait la tête, clac, il se décrocherait, et puis sans qu'on s'en aperçoive peut-être, le casque serait plus alimenté. Donc il faut qu'il puisse tenir un certain nombre de mouvements. Ouais, le fait que ce soit magnétique, genre Lightning, ça me paraît intéressant. Même si on parle beaucoup, il faut que tout soit compatible USB-C. Pour le charger, ce sera USB-C. Mais pour le reste, oui, à partir du moment où c'est en plusieurs parties et qu'on bouge avec, justement, si on bouge avec et qu'on se prend le fil dans une poignée de porte, il vaut mieux que ce soit le fil qui se débranche plutôt que le casque qui soit arraché de la tête. Ça me paraît très, très logique. Le casque à 3000, tu veux dire? Le casque à 3000 et qui tombe par terre, exactement. Donc ça me paraît très, très, très pertinent d'avoir quelque chose comme ça. Ouais. Okay. Ça, je trouverais ça une bonne idée. Ouais. Bon, le casque, on va évidemment en reparler la semaine prochaine avec celui qui nous livre toutes ces infos chaque semaine. C'est Mark Gurman de Bloomberg. Je vous rappelle qu'il sera notre invité la semaine prochaine, invité exceptionnel dans iWeek, la semaine Apple, le podcast. C'est d'ailleurs Marc qui a aussi ressuscité une rumeur dont on parlait plus beaucoup ces derniers temps, et une vieille envie de notre part à tous. Cet iMac à écran plus grand que le 24 pouces M1. Ce n'est ni un 27 ni un 30 selon lui, mais il est question d'un 32 pouces, et ce serait du mini LED avant la fin de cette année. C'est la rumeur de la semaine et on en parle dans un instant. Bon, on n'y croyait plus à cet iMac Apple Silicon qui irait au-delà de ce que le 24 pouces M1 nous propose déjà. Alors, on n'ose pas encore imaginer un M3 à l'intérieur, quoique à la fin de l'année, potentiellement, c'est possible. Mais déjà, si on se contente de parler de l'écran, un écran plus grand que le 24, alors 27 pouces, c'était le minimum pour faire plus grand. 30 pouces, ça commençait à faire envie, mais 32, là, il y aurait une vraie différence de taille avec le 24, Elie. Mais oui, mais en plus, on a l'explication, enfin, de l'absence de François depuis quelque temps. Il fait le tour de toutes les chapelles de Bretagne et il allume des cierges pour avoir son iMac, enfin, de grande taille. Eh bien, François, tes prières ont peut-être été exaucées. Il va peut-être l'avoir pour Noël, parce que mais oui. Mark Gurman dit que c'est pour 2023. Donc ça pourrait être pour la troisième keynote de l'année, après le 5 juin et après la keynote de l'iPhone. En même temps que l'arrivée du casque dans les boutiques, imagine. À peu de choses près. Fabrice, cet iMac qui revient comme ça au premier plan, ce serait une bonne nouvelle ?
Pas du tout. Et alors j'ai du mal à y croire un peu, mais parce que j'ose pas T'as du mal à y imaginer... croire ou ce serait une mauvaise nouvelle? Les deux, moi, capitaine. Parce que j'ose pas imaginer le prix du bousin. Ah oui, ça je suis d'accord avec toi. Et là, donc, a priori, il semble à peu près écrit, et c'est ce que Mark Gurman nous dit depuis longtemps, que ce serait un M3, ça c'est très bien. Voilà, donc ça vous montrait un peu le prix, on a l'habitude maintenant. Mais quand on voit le prix du Studio Display, qui n'est pas mini LED, le Pro XDR est 32 pouces et il coûte 6 000 €. Là, ce serait une techno assez proche. Et ce serait une sorte de retour, en tout cas en termes de prix, de l'iMac Pro, qui a eu le succès qu'on connaît, et qui, c'est-à-dire... Alors, est-ce que c'est ça, le Mac Pro? En fait, ils vont nous refaire un iMac Pro pour remplacer le Mac Pro? Je crois pas non plus. Non. Et en fait, c'est un modèle que je comprends pas. Et c'est en ça que je trouverais que ce serait une mauvaise nouvelle. Parce que pour moi, ça n'a pas de sens dans la gamme, en fait, d'avoir un iMac aussi cher. L'iMac Pro a existé une seule fois parce qu'il s'était planté avec le Mac Pro de 2013. Il fallait qu'il fasse quelque chose. En termes techniques, c'était une prouesse, notamment en termes de refroidissement des Xeon qu'il y avait là-dedans. Là, on sait qu'il n'y a pas besoin de refroidissement formidable. Mais un M3 tout court, enfin, pour reprendre du début, l'iMac est plutôt une machine entrée milieu de gamme. Et avec un écran pareil, ça mettrait à des prix stratosphériques. Donc pour moi, ça n'a aucun sens. Donc ce serait pour moi une mauvaise nouvelle pour la gamme, telle que je le comprends. Ellie? Il y a deux façons de justifier ça. La première, c'est qu'on pourrait l'appeler un iMac Studio. Et là, du coup, hop, on est dans un niveau de prix. Et ça vient compléter la gamme Studio qui est bien pauvre. Et deuxièmement... Et ça ferait tellement plaisir à Fabrice. Ah bah oui. Et deuxièmement, il suffit d'utiliser la nouvelle valeur monétaire d'Apple, la nouvelle référence qui est de parler en casque. C'est-à-dire l'iMac coûterait 1,2 casque. Et alors du coup, ça fait pas très cher. Ah, c'est bon ça. 1,2 casque ou 3,5 roues du Mac Pro. C'est ça. Mais à une époque, on comptait il y avait une valeur Apple. C'était drôle, mais c'était le salaire du CFO, je crois. Et donc, tous les mecs d'Apple parlaient en unité monétaire par rapport au salaire du CFO. Ça a duré pendant des mois. C'était incroyable. Bon, donc, et le pourquoi ne pas ressusciter ça? Le fait que cet écran soit potentiellement en techno mini LED, c'est déjà la qualité d'écran des MacBook Pro 14-16 pouces, qui sont donc 14 et 16 pouces, comme leur nom l'indique. Donc, effectivement, si 32. On passe de 14 à 32, de 16 à 32, on imagine l'augmentation du prix. Est-ce que c'est pas une mauvaise idée de vouloir absolument faire du mini LED sur cet iMac? Ah oui, ça c'est bon, ils auraient peut-être pu trouver un truc moins cher, mais là ils essaient d'exploiter la technologie en sachant que du côté portable et iPad Pro, ils vont passer à l'OLED après. Donc ils continuent vers les très grands écrans en mini LED et hop, les plus petits passent du coup en OLED qui à la limite est plus cher encore. Hein, si on devait faire un 32 pouces en OLED, quoique il y a bien des téléviseurs 82 pouces OLED. Hein. Bon, ça coûte un bras, mais c'est ça. C'est ça. Bon, donc cette rumeur, via Mark Gurman, vous l'estimez plausible, certaine, potentielle? Non, moi je dis bof parce que j'ai l'impression qu'on est plus dans le... Non, j'y crois pas. On est plus dans des sortes de fuites à propos d'un remplaçant du Pro XDR de l'écran. C'est la même taille que le Pro XDR. Oui. Le Pro XDR date d'il y a 4-5 ans maintenant. Il n'est pas à 120 Hz. Il a des technos qui manquent. Et pour moi, on est plutôt là-dedans. Apple a besoin de refaire une mise à jour de ce truc-là. Oui. Mais un iMac Pro ou Studio, effectivement, non, quoi. Si, il y a une petite place quand même. Nous, les 27 pouces, alors pas les pros, hein, mais les 27 pouces de l'époque se vendaient bien. Il y en a
toujours à date d'aujourd'hui des clients qui regrettent amèrement de ne pas avoir un tout en un plus grand qu'un 24 pouces. Oui, Alors, oui, si mais c'est je pour comprends. sortir un Moi, 27 par rapport à un 24, c'est une petite différence. Tant qu'à faire Bah d'un oui. 27 à un 30, voire à un 32, ça se justifie. Le mini LED, ok, je suis d'accord, mais peut-être qu'ils avaient envie avec un Ouais. M3. Puis il faut bien Bon. pouvoir facturer quelque chose. Hein. Ouais. ouais, enfin, ouais. Bon, je Hein. repense à des discussions qui ont au moins 1 an et demi avec Jean-Christophe Vigne à l'époque, que je salue, qui rêvait de cet iMac à grand Lui aussi. écran, comme François d'ailleurs. Eh Donc j'imagine que Jean-Christophe et François sont en train de danser la danse de la pluie dans l'espoir que cette rumeur se confirme. On en reparlera, promis, la semaine prochaine avec Marc Gurman. Allez, on se retrouve dans un instant avec nos invités de la semaine. Ils ont tous les deux écrit ce livre destiné aux étudiants pour apprendre à maîtriser ChatGPT. C'est ChatGPT School pour les étudiants. Ils s'appellent Martial et Léonard Yu et ils sont là dans 3 secondes avec nous. C'est un petit bouquin vert écrit à 4 mains par un père et son fils. Lui est journaliste, chef du service économie à RTL. Le fils, c'est Léonard, actuellement assez loin de la France. On a beaucoup de chance de vous avoir tous les deux pour parler de ChatGPT, de cette révolution, de l'intérêt des enjeux aussi pour les étudiants, et puis de la manière dont ce bouquin est reçu. Peut-être qu'on peut commencer par là en un mot. Vous n'avez pas d'éditeur. Comment vous avez fait pour le faire exister, Martial? Bah, ça, c'est l'aventure dans l'aventure. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a le côté très plaisant de proposer quelque chose à deux, père et fils évidemment, mais en plus de cette technologie innovante et révolutionnaire dont on parle avec ChatGPT, moi ça m'intéresse beaucoup. C'est le 5e livre que je sors, mais c'est le premier en auto-édition via Amazon. Et ça m'intéressait aussi de voir comment ça peut marcher, ce système-là. C'est-à-dire que là, pour le coup, il y a énormément de réactivité, mais on est aussi en première ligne pour tout. Donc, moi, je suis curieux de voir comment on peut à la fois sortir vite, toucher un public rapidement, avoir évidemment via les outils que nous confère Amazon, puisqu'il est disponible que sur cette plateforme-là, voir au jour le jour combien on vend de numéros. C'est un peu addictif d'ailleurs, c'est assez amusant à suivre, mais aussi pourquoi pas réécrire en cours de route, puisque c'est aussi une des possibilités. Si on veut changer un peu le texte, il y a cette possibilité-là, puisqu'on envoie simplement un PDF en fin de compte à Amazon, et Amazon édite à la commande, à la demande uniquement. Donc c'est une façon de faire qui, moi, à la fin de l'année, je vais sortir un autre livre, on va dire traditionnel, classique, chez Fayard au mois d'octobre. Bon, bah, je dois rendre mes écrits pour la fin du mois de juin, et il va encore falloir 3 mois de mise en route pour que le livre soit disponible en librairie. Là, tout va à une vitesse incroyable, et cette réactivité-là, cette vitesse-là, elle est assez jouissive, et en même temps complexe à expliquer à tous mes camarades qui sont prêts à nous accueillir pour parler du livre, parce que tout le monde me dit bon bah tu m'envoies ton livre, t'as ton service de presse. Bah non, en fait, il n'y a rien de tout ça. Je vous envoie le PDF si vous voulez, mais le livre en tant que tel, vous pouvez pas l'avoir, ou alors faut le commander. C'est très particulier comme relation, évidemment, comme relation presse. Mais c'est une façon quand même hyper moderne, je trouve, et surtout dynamique de sortir un livre. Et je pense que même pour les éditeurs installés, ça doit poser question aussi, quoi. Parce que concrètement, entre le moment où il a été fini, en tout cas la première version a été finie, et le moment où il est devenu disponible, il s'est passé combien de temps? Bah, je sais plus, Léonard, il s'est passé quoi, 15 jours, 3 semaines, un truc comme ça, même pas? Alors, faut savoir que c'est vraiment, dites-vous que j'ai plus non plus le temps en tête précis pour le livre, mais le temps de vérification et donc du moment où on envoie le PDF au moment où c'est posté, on est sur un délai de 7 jours, très très grand maximum. D'accord. C'est-à-dire que vraiment vous postez le PDF, le week-end se passe, lundi votre livre est en ligne, il n'y a pas de souci. Waouh, impressionnant. Bon alors, votre premier contact avec ChatGPT, c'était quand et ça s'est passé comment? Léonard, je commence par toi.
Alors, le premier contact s'est fait, alors très précisément, je me souviens, j'étais avec un ami dans une voiture sur un parking près de chez moi et il m'a dit, je suis tombé sur une vidéo TikTok qui parle de quelque chose d'incroyable, il faut que tu vois ça. C'était il y a quelques mois, c'était vraiment à la sortie, un petit peu quand ChatGPT 3 s'est démocratisé et qu'on a eu un petit peu les premières vidéos, les premières analyses Mhm. qui sont sorties pour le grand public. Et donc je me suis renseigné. Pourquoi il m'avait parlé de ça? Parce qu'il m'avait dit ça peut faire la comptabilité à notre place. Et donc ça nous a évidemment intéressé. C'est pas une matière qui nous intéresse forcément et dans laquelle on performe. Donc on s'est dit incroyable, génial. Mais donc À ça se notre place, résumait tu à veux ça dans dire notre tête. en tant qu'étudiant. C'est ça en tant qu'étudiant Ouais, c'est ça. exactement. Et donc C'est une à matière que partir de tu ce étudies, moment-là, c'est ça, ouais. c'est ça, j'ai comptabilité. Et donc à partir de ce moment-là, on a commencé à se renseigner, puis on a découvert les fonctionnalités par nous-mêmes, et là sont arrivées cette espèce de vague sur les réseaux de d'information, d'analyse, de performance par et pour le grand public. Et en partant de ça, l'aventure a continué et j'ai continué de perfectionner l'art du prompt engineering Ouais. et la découverte d'autres IA jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ouais, les prompts, hein, c'est ces messages, ces questions qu'on pose pour obtenir la C'est ça, réponse qu'on souhaite, évidemment. C'est tout un art, hein, on va peut-être en parler. c'est ça. Martial, du coup, toi, tu as découvert ChatGPT parce que Léonard t'en a parlé ou par un autre biais? Non, on a cheminé chacun dans notre coin parce que je pense en plus que dans un premier temps, pour en avoir discuté après, y compris d'ailleurs avec d'autres jeunes que Léonard, l'idée c'était pas trop que ça se sache quoi, parce que c'était quand même une méthode un peu, on va dire Redoutable. marginale pour pouvoir faire C'est ça. pour pouvoir faire ses devoirs. Mais non, moi j'ai lu les premiers articles quand ça a commencé à affleurer vers le mois de novembre, quand c'est sorti pour la version grand public, donc à peu près en même temps que Léonard. Et ça m'intéressait, et comme j'ai ma chronique tous les matins sur RTL à 6h50, dès le début, j'en ai parlé Mm. à mon directeur, avec qui on se met d'accord sur les sujets, la veille, et j'ai dû en parler 2, 3 fois, et puis ça accrochait pas. Je disais, pourtant c'est un truc incroyable, je t'assure, j'ai essayé, c'est fou. Et puis un jour, il est revenu vers moi, comme si on s'était jamais parlé, après des vacances, et il m'a dit, mais il y a un truc dingue que m'a fait voir ma fille. Mais c'est un machin, mais ça te fait un résumé des Misérables en 15 secondes, c'est incroyable. Je dis, bah oui, ça fait 4 fois que je t'en parle. Et en fait, je me suis dit, là, il y a un truc qui se passe, qui est Mm. en soi, évidemment, un premier outil Mm. évident pour la jeune génération. Et j'ai commencé à réfléchir à ça, j'ai commencé à me dire, mais quel métier ça va mettre en péril, parce qu'évidemment, ça attaque des métiers intellectuels, alors Eh qu'avant, oui. l'intelligence ou les robots, c'était plutôt ce qui mettait en péril les métiers manuels. Là, ça attaquait l'intelligence. Donc, j'ai commencé ma réflexion autour de ça. Et puis, je me suis rendu compte aussi, là, pour le coup, en discutant avec Léonard de ce qu'étaient les prompts, je connaissais pas le terme Mm. jusqu'à ce qu'on en parle tous les deux, que il y avait c'était un petit peu comme certaines langues qu'on peut appréhender facilement au début en disant c'est simple, et puis si on veut vraiment bien parler la langue, Mm. là il faut commencer à travailler le modèle. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui faisaient le test, on se marre, c'est amusant, on essaye ChatGPT, raconte-moi une histoire drôle avec un cheval, enfin bon bref, et la machine de façon assez ludique le fait. Mm. Mais lorsqu'il faut aller vraiment dans la profondeur, c'est-à-dire faire un travail où on va chercher à produire quelque chose de complexe, travailler en interaction avec la machine, là, il faut commencer à mettre en place toute une mécanique que faisait Léonard. Et même, j'étais la semaine dernière sur un plateau télé avec quelqu'un qui me disait, moi j'ai fait Sciences Po, je comprends que Sciences Po interdise ChatGPT. Je disais, mais non, s'il y a bien une école en France qui doit avoir des élèves logiquement suffisamment cultivés et à qui on apprend l'esprit Mais oui. critique et la distanciation, c'est Sciences Po. Il me dit, oui, mais il saura, j'ai fait des tests, c'est très fade ce que fait ChatGPT en thèse, antithèse, synthèse, ça va pas très loin. Je dis, mais oui, mais ça c'est la première version. Mais oui. Le vrai travail, c'est celui qui va consister à reposer des questions, affiner les recherches, et en fin de compte, à ce moment-là, on n'est plus dans la gruge facile,
on est justement dans la co-construction et on travaille, comme moi quand j'étais gamin, que j'avais des encyclopédies universalistes chez moi et que je démarrais par un exposé sur Beethoven à faire, et puis je me retrouvais à regarder comment fonctionne un moteur à explosion, enfin bon bref, en cheminant petit à petit, en papillonnant dans l'encyclopédie. Ben là, on travaille sur son thème en approfondissant via ces questions des choses qu'on connaissait pas et qu'on va apprendre. C'est un sparring partner, le ChatGPT. Il vous accompagne et il vous fait avancer aussi. C'est pour ça que c'est plus intelligent de travailler avec ChatGPT que de l'interdire totalement, à mon sens. Ce que tu disais sur le travail un petit peu progressif qu'on fait, c'est un peu comme un sculpteur qui part d'un bloc de pierre et petit à petit qui va affiner la forme, le visage, etc. Léonard, tu racontais comment tu as découvert ChatGPT. Le buzz dans le milieu étudiant, tu décrirais ça comment ça ressemblait à quoi quand le bruit s'est répandu? Comment ça s'est passé? Alors ça rejoint un petit peu ce que disait mon père, c'est que il y a eu plusieurs catégories de personnes, c'est-à-dire que l'enseignement, moi, n'a pas fait de prise de parole vis-à-vis de ChatGPT, mais dans le monde étudiant, on avait trois catégories de personnes. Première catégorie, les personnes qui avaient entendu parler de ça, mais qui ne s'intéressaient pas à ça, c'était trop loin pour eux. Vous savez, il y a toujours des gens que l'innovation n'intéresse pas et ils préfèrent s'en tenir à ce qu'ils savent faire et avancer comme ça. Deuxième catégorie de personnes, ceux qui avaient entendu parler de ChatGPT et qui l'utilisaient, mais comme on en a parlé juste avant, qui l'utilisaient de façon très simple et, pour pas dire médiocre, mais je veux dire sans vraiment aller chercher les vraies capacités de ChatGPT et en restant en surface. Ça, c'est vraiment la grosse majorité et c'est pour ça, ce que je vous disais, c'est ce qui a poussé à l'écriture de ChatGPT School. Et après, il y avait une minorité de personnes qui soit se forçaient justement à apprendre et à tester beaucoup de choses et donc d'aller un petit peu sous l'iceberg de ChatGPT, et ceux qui vraiment avaient déjà masterisé entre guillemets l'art du prompt et qui l'utilisaient vraiment de façon très correcte. Mais ça reste une minorité vraiment. Ouais. Martial, ChatGPT pour toi, c'est une révolution globale. Qu'est-ce qu'elle a de particulier dans le monde universitaire et pour les étudiants notamment? Au-delà des étudiants, moi je vois ça comme Gutenberg 2023, quoi. C'est-à-dire que il y a une révolution industrielle au sens large du terme. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, si on regarde les révolutions industrielles, que ce soit la roue ou les métiers à tisser au 19e siècle, il y a toujours un robot qui est là pour prendre la place de la force humaine ou animale, pour soulager ce qui était physique. L'informatique est arrivée, donc elle a commencé le travail pour soulager les fonctions support, comme on dit, des métiers du tertiaire. Là, aujourd'hui, lorsqu'on se pense sur ce qu'apporte ChatGPT, si on le maîtrise bien, vous êtes en train de rendre caduque un certain nombre de tâches, je dis pas d'éliminer complètement, mais de rendre caduque un certain nombre de tâches un peu ingrates de métiers dits intellectuels. C'est-à-dire que si on s'interroge, et moi j'en ai discuté avec un ami qui est notaire et qui veut lancer une espèce de notaire GPT, parce qu'il dit, mais nous, objectivement, entre la capacité d'un chat GPT à rédiger des actes notariés, plus la blockchain qui va garantir la sécurisation des documents, on n'existe plus. C'est-à-dire, dans 10 ans, il n'y a pas besoin de notaire, alors que c'est un métier séculaire. Donc, l'important, c'est de se poser ces questions-là. C'est pareil pour les avocats. ChatGPT a passé le barreau, il était dans les 10% des meilleurs élèves à le passer. Et évidemment, pour les journalistes, moi je l'évoque dans le livre, c'est une vraie question par rapport à nous. C'est-à-dire que on a vu d'ailleurs que BuzzFeed vient de fermer sa rédaction parce qu'il fait travailler l'intelligence artificielle pour faire des questionnaires ou pour aller chercher des thématiques de reportage. Donc, là, on a un vrai moment charnière et des questions à se poser sur qu'est-ce qui est, on va dire, qu'on peut confier à l'intelligence artificielle et qu'est-ce qu'on doit garder pour qu'il y ait une maîtrise humaine quand même autour de ces métiers dits de l'intelligence. Et une des questions que je pose moi dans la partie du livre que je rédige, c'est
j'ai le sentiment que moi, le vieux Martial You de 50 ans, je peux travailler jusqu'à 85 ans parce que je pense que l'expertise est quelque chose que ne remplacera pas à proprement parler ChatGPT. Mais pour être le vieux Martial You de 50 ans, il a fallu être le jeune Martial You, journaliste de 20 ans. Et là, celui-là, il faut s'interroger. Qu'est-ce qu'on va offrir comme opportunité pour un jeune qui entre dans le métier? Et c'est pareil pour un jeune avocat qui commence par des actes faciles à réaliser dans un cabinet. Tout ce qu'on apprend, nous, en faisant des choses simples, se retrouve aujourd'hui concurrencé par la machine et elle le fait mieux que nous. Donc, c'est là où il va falloir poser des vraies réflexions d'ensemble pour se dire comment est-ce qu'on garantit, on n'aura pas des générations spontanées de journalistes, d'avocats, de notaires, de commerciaux, de chanteurs, de peintres à 50 ans. Donc, comment est-ce qu'on va les accompagner, les jeunes, pour qu'ils apprennent le métier et qu'ils soient précisément en supervision de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle doit pas être un ennemi ou quelque chose qui fait peur, mais on doit inventer les métiers qui permettent aux plus jeunes de maîtriser cet outil pour ensuite aller vers une expertise qui leur donnera un atout supplémentaire par rapport à la machine au bout d'un certain temps. Et toutes ces questions, c'est en ce sens que moi je sens que il faut que ce soit quelque chose de maîtrisé par les jeunes, et deux, que c'est vraiment un moment de rupture, et c'est assez jouissif de se dire qu'on le vit, et qu'on s'en rend compte, un moment de rupture technologique et industrielle comme on en a connu, on en connaît quoi, tous les 2 siècles, un truc comme ça. Léonard, est-ce que tu as le sentiment, en tout cas au début, qu'il y a eu une forme d'hystérie autour de ChatGPT dans le milieu étudiant et que la plupart de tes copains, copines, ils voyaient juste un moyen de faire leur devoir automatiquement? Bon, vous savez, le commerce, les études de commerce sont pas réputées pour leur sérieux et leur amour de l'étude, hein. Ça reste quand même un chemin pour tous ceux qui sont un petit peu perdus dans les études supérieures. Donc évidemment que à l'arrivée d'un Ça fait robot marrer papa. Ouais. Ouais. Donc c'est évident que Il a le l'arrivée d'un background. robot qui peut remplacer des heures de travail en mieux, ça a suscité une espèce de folie générale et d'excitement, mais ça s'est vite calmé justement quand les personnes ont réalisé qu'il fallait un petit peu pousser. Enfin, les gens n'ont pas réalisé justement, comme on en parlait, qu'il fallait pousser pour faire un petit peu quelque chose de plus complexe, peu importe le domaine, peu importe le cours, peu importe ce qu'on fait. Et donc tous ceux qui sont restés à la surface se sont vite calmés et ont déchanté quand ils ont vu que ChatGPT n'était pas une baguette magique pour faire tout Ouais. ce qu'ils voulaient. Et après, il y a eu la suite des événements tels qu'on les connaît aujourd'hui. Juste pour rebondir par rapport à ce que dit Léonard, je dirais que tous les deux, on illustre assez bien ce que moi je vis depuis la sortie du livre dans les retours. C'est-à-dire que moi, mes contacts, évidemment, ne sont pas forcément les étudiants en école de commerce ou autre. C'est les parents, voire les grands-parents. Et en fait, il y a une curiosité aussi, c'est-à-dire chez les parents et chez les grands-parents, parce que sur RTL, on a aussi des grands-parents qui nous écoutent. Et je m'aperçois par les retours que j'ai lorsqu'on fait ces sujets-là, ou quand on parle du livre, il y a la volonté de comprendre et il y a la volonté d'apprendre à parler ce langage-là, parce que je pense qu'à toutes les étapes de la vie, on est en train de se dire, là, il y a quelque chose qui se passe. Et on a un lien, une discussion qui peut se faire parmi toutes les générations. Et nous, notre livre, il est aussi une initiation pour toutes ces générations-là. Mais parce que on débute tous quelque part sur ChatGPT. Et donc, c'est intéressant de comprendre ce qui va être un enjeu essentiel évidemment pour les jeunes, mais de le comprendre en tant que parents aussi, quoi. Et il y a cette curiosité-là. Et ça, je trouve que c'est un lien intergénérationnel assez intéressant à vivre, à expérimenter. Alors pour les étudiants, c'est quoi le meilleur bénéfice qu'on peut tirer de ChatGPT quand on prépare son bac ou quand on est en post-bac dans une école et qu'on bosse comme un taré? En quoi est-ce que ça peut nous aider? Alors, il y a plusieurs points, à tirer de ChatGPT pour un étudiant. Le premier point, évidemment, l'aide aux devoirs purs et durs. C'est-à-dire, quand je dis devoir, j'entends devoir maison, devoir sur table, etc. Mais rien de surveillé, rien d'examen.
parce qu'un examen, ça se prépare et évidemment, on n'a pas son ordinateur à côté de soi Mm. pour utiliser ChatGPT. Donc, pour tout ce qui est devoir maison et préparation, Mm. on va avoir deux systèmes. C'est-à-dire que, par exemple, pour une rédaction, je prends l'exemple d'une rédaction, c'est le plus classique avec ChatGPT, on va pouvoir justement développer l'idée de base. C'est-à-dire que souvent, on a justement cette espèce de bloc de marbre en tête. Je veux faire une rédaction en parlant de ci, en parlant de ça. J'ai telle vision en tête. Et après, il nous manque soit des éléments, soit une façon d'écrire, soit on a besoin d'une aide, souvent quand on est étudiant, pour atteindre la vraie vision qu'on avait au début de cet exercice. Et donc là, ChatGPT peut nous aider justement, que ce soit dans la rédaction, que ce soit dans la demande d'informations et dans tout ce qui s'ensuit. Pour tout ce qui est examen, ChatGPT peut nous aider sur les révisions. Je sais pas, j'ai pas évidemment les stats de temps de recherche sur Google pour tel ou tel projet, tel ou tel cours, telle ou telle matière, mais c'est évidemment énorme et ChatGPT peut réduire ce temps-là. C'est-à-dire que si j'ai un examen de mathématiques, pardon, et que je dois faire une recherche sur Google pour tomber sur un cours ou une façon de faire, ça va me prendre énormément de temps. Je vais naviguer entre les pages. Est-ce que cette page-là a raison? Est-ce que cette page-là a tort? Comment je dois faire? Quelle est la manière du prof? Alors qu'en donnant le bon contexte à ChatGPT, cette recherche est faite en quelques secondes et la réponse en quelques secondes également. Et donc après, si on a plusieurs points à réviser, on peut demander à la fin de faire une fiche qui résume tout, d'ajouter des informations au fur et à mesure. En fait, on a vraiment un assistant. Et donc ça, c'est bon dans les études, c'est bon dans le travail, c'est bon pour tout. C'est là que c'est puissant. Ouais. Mais ce que je dis, il faut pas le prendre comme une fatalité, c'est-à-dire que on peut faire une infinité de choses avec ChatGPT et souvent les gens ont tendance à l'oublier, trop souvent, même ceux qui l'utilisent bien et qui l'utilisent régulièrement. C'est-à-dire que je vois souvent des gens observer ce que je fais ou avec quel contexte j'utilise ChatGPT et se dire mais en fait j'ai jamais pensé à ça et c'est incroyable et il y a trop de choses qu'on oublie donc d'accord on peut réviser des cours on peut faire des rédactions mais à chaque fois qu'il y a une situation on peut utiliser ChatGPT peu importe je cherche un nouveau fauteuil pour mon salon il Mm. y a sûrement une manière d'être aidé par ChatGPT. Peux-tu me lister 50 styles de fauteuils différents qui conviendraient à un appartement moderne, blanc et noir. Voilà, bam. Ah, mais oui, effectivement, j'avais pas pensé à ça. Je vais aller voir, je vais taper sur Google, etc. Peu importe, même quand on pense qu'il n'y a aucun rapport avec ChatGPT, toujours essayer de se poser la question et faire cet exercice de se dire de quelle manière est-ce que je peux utiliser l'IA pour avancer plus vite. Peut-être que des fois, ce sera pas concluant, mais en tout cas, ça va Mm. donner une gymnastique qui va vous permettre d'avancer et d'avoir ce réflexe au quotidien. Et donc, c'est ça qu'il faut avoir et c'est cette gymnastique qu'il faut entraîner au quotidien, que Ouais. ce soit dans les études ou dans le travail ou dans la vie active, peu importe. Bon, en tout cas, votre bouquin, je crois que c'est le premier qui est sorti sur ChatGPT ou il y en avait d'autres avant vous, Martial? Non, je pense qu'il y en a eu d'autres avant. L'originalité, c'est que là, on s'adresse principalement et prioritairement aux plus jeunes. C'est la première fois, à ma connaissance aussi, qu'on a associé deux expertises, parce que même si Ouais. Léonard est jeune, il y a quand même des mois qu'il travaille là-dessus, qu'il s'intéresse à ChatGPT et à l'IA. Et puis, moi, de mon côté, il y a l'expertise, évidemment, de journaliste éco depuis maintenant un certain nombre d'années. Et donc, en fait, c'est assez synthétique. C'est 89 pages, hein, donc ça se lit très Ouais. très vite et il y a la possibilité d'y trouver à la fois, je dirais, une réflexion un peu globale sur ce que peut être l'intelligence artificielle, parce que on utilise de façon générique ChatGPT comme on utilise Bitcoin pour les crypto-monnaies, mais simplement on voit bien à chaque semaine qui passe qu'on a des nouveaux acteurs, parfois énormes comme Elon Musk, qui reviennent dans le jeu, et puis également des outils annexes. Et là-dessus, Léonard a laissé quelques bonus aussi dans le livre où ce sont d'autres intelligences artificielles qui peuvent Ouais. venir en appui de ChatGPT pour affiner tel ou tel type de recherche. Donc,
on est au début du truc et nous on pose les bases quoi. On est la première boîte à outils là-dessus en essayant aussi de pas être dans l'idolâtrie absolue du système et de dire bon bah Ouais. ok, il y a des formidables opportunités. Moi j'avais fait un livre il y a 2 ans qui s'appelait Si la crise sanitaire était une chance, où c'était déjà un début de réflexion. En fait, je parlais de l'intelligence artificielle, j'en avais pas de matérialisation. Là, on y est et c'est allé très vite. Mais c'est vrai qu'en 2021, on savait que l'intelligence artificielle serait quelque chose en devenir important dans les années qui viennent. J'étais loin d'imaginer qu'on y serait complètement 2 ou 3 ans plus tard et de façon aussi concrète que ce qu'on est en train de constater aujourd'hui. Mais donc, voilà, c'est une réflexion sur l'enjeu que ça représente, l'intelligence artificielle pour nous tous dans les années qui viennent et l'outil, les moyens pour pouvoir l'utiliser de façon intelligente. C'est ça, moi je dis souvent sur les réseaux sociaux, là en ce moment en rebondissant sur pas mal d'articles, que on doit plus craindre la fainéantise ou la bêtise naturelle que l'intelligence artificielle en fait. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que notre principal ennemi dans l'histoire, c'est nous. C'est celui qui se contenterait d'utiliser l'intelligence artificielle pour quelque chose de basique et de purement utilitaire. Ça, à mon avis, ça n'a aucun avenir. En revanche, l'utiliser pour pouvoir construire quelque chose, l'utiliser comme un outil, c'est le même mot en latin, utiliser et outil. Là, il y a véritablement quelque chose à aller chercher de vraiment, vraiment puissant pour l'économie et l'avenir de tout ce qui est industriel et bureautique au sens large. Enfin, l'industrie tertiaire telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est en train d'être véritablement chamboulée par l'arrivée de cette intelligence artificielle. Une dernière question à vous deux, et là on va rejoindre notre thématique à nous, notre thématique principale. Tu parlais des acteurs, des autres acteurs, hein, Elon Musk qui rentre dans le jeu. Il y a évidemment Microsoft qui a joué un gros ticket et qui pour l'instant est en train de gagner avec son investissement dans OpenAI. Facebook est là évidemment, on attend de savoir ce qui va se passer. Du côté d'Apple, pour l'instant, il y a rien du côté de l'IA. Est-ce que ça t'étonne? Est-ce que tu penses qu'Apple peut rester absent sur ce domaine-là? Non, je pense pas qu'Apple puisse rester absent là-dessus et je pense et ça m'étonne pas plus que ça parce que j'imagine que on va voir arriver une offre et une proposition d'Apple sans doute dans les prochains mois. Je n'imagine pas qu'il reste totalement en dehors du jeu. Alors après, c'est un peu particulier parce que Apple est un système fermé et qui n'est pas obligatoirement dans ce serviciel-là. C'est-à-dire que c'est pas forcément ce qui fait la force d'Apple. C'est un agrégateur quelque part. Mais on a déjà vu par le passé que Apple savait rattraper très très vite les écouteurs, le Walkman, le téléphone intelligent. Donc je suis pas trop inquiet par rapport à cet aspect-là. Après la question, on l'a vu souvent dans la nouvelle technologie ces dernières années, c'est le fameux adage de The First Takes All. Est-ce que OpenAI et donc Microsoft va réussir à rattraper son retard et remporter la mise dans les prochains mois? C'est possible. C'est vrai que ça va très très vite, mais je pense quand même qu'il y a une espèce de culture chez Apple qui est de pas forcément être pionnier, mais de savoir mieux faire et de manière encore plus ergonomique les choses que les autres une fois que c'est lancé. Bon, merci là, beaucoup. C'est plus vous qui savez. Ouais, c'est vrai. On s'inquiète pas. On pense qu'Apple va finir par sortir du bois, mais on se dit de plus en plus qu'ils peuvent pas rester complètement absents. Tu avais un avis sur la question, Léonard? Ouais. Alors pour moi, la vision d'Apple, c'est qu'effectivement, ils doivent arriver à quelque chose de plus gros et de plus long terme que ChatGPT est vraiment dans le cercle d'Apple. Mais c'est beaucoup plus simple d'intégration dans le sens où ChatGPT et un format ChatGPT s'intégrerait dans le format Siri. C'est-à-dire qu'on a déjà cette place qui est déjà faite, qui est déjà intégrée dans tout le système Apple pour ChatGPT. Je vous montre mon téléphone. J'ai pas fait un gros plan un petit peu sur le téléphone. Alors, je sais pas si on le voit bien. Voilà. Moi, je double tape l'arrière de mon téléphone et attends, voilà, qu'est-ce qui apparaît? C'est Siri GPT. Bon, ça a mis Siri GPT, On a bien effectivement. vu.
c'est l'audio. Mais en tout cas, donc ça, c'est évidemment pas Siri d'Apple. C'est appelé Siri GPT de par son format, mais c'est avec une clé API d'OpenAI et donc de ChatGPT que on Ouais. peut justement avoir ce format Siri intégré avec ChatGPT intégré à l'intérieur. Donc c'est juste une question de temps et pour moi c'est très simple, mais peut-être un petit peu trop simple pour Apple de faire ça. Donc effectivement, j'attends de voir comment ils vont un petit peu arriver sur ce marché-là. Bon, merci beaucoup à vous deux. C'était un plaisir de vous accueillir dans A-Week. Martial, Merci. évidemment, toi, pour plein de raisons. Après Et lui. Léonard, de faire ta connaissance depuis Dubaï, je crois, où tu es en ce moment. Absolument. Euh, C'est ça, on- exactement. vous savez à l'exemplaire près où vous en êtes par rapport au livre? En 10 jours, je crois qu'on a dépassé 250 un tout petit peu. Ah, Voilà. bien. Je crois que c'est dans cet ordre d'idée-là, je crois. Bah, je trouve ça génial, en tout cas. Hein. Merci. Hein, les garçons, qu'est-ce que ça vous inspire, cette aventure familiale, cette aventure en termes d'édition, Alors bah, cette innovation plein de choses. même. Alors, en termes d'édition, moi j'ai un peu d'expérience dans le sujet parce que l'édition avec Amazon, moi j'ai fait ça il y a quelques années déjà en fait pour une autre aventure que j'ai aussi d'édition de bouquins policiers. J'ai fait ça, il y en a un que j'ai fait avec Amazon comme ça parce que ça fait réfléchir sur le monde de l'édition et je suis tout à fait d'accord avec ce que Martial a dit au début sur le fait que il faut que ça fasse réfléchir les maisons d'édition et je crois que ça le fait hein, parce que justement c'est très c'est disruptif comme on dit dans les salons et ça fait vraiment réfléchir. Et sur ChatGPT, je trouve ça très intéressant parce que la réflexion de dire une fois qu'on a joué, qu'est-ce qu'on fait avec, c'est vraiment tout ce qui est tout l'enjeu de la chose, d'utiliser cet outil à bon escient et pas juste de dire oh là là ça fait peur et donc on interdit. Au contraire, je suis tellement content d'entendre ça plutôt que des gens qui disent, par exemple, je voudrais pas faire de polémique, mais des gens qui disent tiens, si on faisait un moratoire de 6 mois pour réfléchir, ça n'a aucun sens parce que de toute façon on pourra jamais s'arrêter et de toute façon c'est déjà là, donc il faut savoir comment l'utiliser et ce bouquin est une façon de faire et donc je vais rajouter un exemplaire et je vais m'empresser de l'acheter dès qu'on a fini. Parce que c'est bien, notamment parce que justement, une fois que j'ai dit ça, comment l'utiliser à bon escient, etc., eh bien, je suis pas sûr moi de savoir le faire et donc j'espère bien en apprendre plein grâce à ce bouquin-là parce que justement, une fois que j'ai joué avec, moi, j'ai pas encore trouvé d'usage pour moi et ben, je vais me repartir à l'école et je vais lire le bouquin. Et voilà, 2 exemplaires Alors, de du coup, plus, peut-être 3 avec Ellie. Alors, avec les 2 exemplaires de plus, on sera donc à 254 aujourd'hui. Yes, On a une petite baisse, mais Merci. en tout cas, ça se passe bien. Ouais, mais D'ailleurs, avec pour A-Week, ça va ceux- relancer massivement, vous allez voir, ça va être énorme. Voilà, eh ben, j'espère ça. D'ailleurs, vous disiez que vous cherchez une utilisation quotidienne à ChatGPT et que vous n'avez pas encore trouvé. Je vais donner quelque chose pour... Ah, Bah, ça, dommage. la batterie, je hein. Alors crois, ça, c'est je dommage. crois que là, la batterie a rattrapé Léo. Mais alors Bon, ça, tu c'est l'embrasseras du bien. teasing, hein. Incroyable. Ça, c'était du teasing. Il est très fort, le teasing de ton fils, Martial. Bravo. Bon, tu l'embrasseras pour nous. Bien Tu sûr. le remercieras parce qu'avec le décalage, il était déjà un peu tard là où il est. Merci Ouais. d'être venu dans A-Week, c'était un immense plaisir. Je te dis à Merci bientôt, de nous avoir Martial, accueillis. À bientôt. sur RTL et sur M6. Et nous, les garçons, on se retrouve dans un instant avec le tuto audio. Et cette semaine, c'est Ellie qui s'y colle. À tout de suite. Merci. Le tuto audio, cette semaine, c'est avec toi, Ellie, que ça se passe. Et tu vas nous apprendre, alors aussi bizarre que ça puisse paraître pour certains, à régler notre Apple TV comme un pro. Ça veut dire qu'on le fait pas ? Oh ben écoute, ça veut dire que j'ai appris moi-même et puis en discutant avec des gens, je me suis rendu compte que on n'utilise pas forcément l'Apple TV correctement. Et c'est très bizarre parce que l'interface est extrêmement simple, mais vous allez voir qu'il y a des petits réglages que tout le monde ne fait pas. Alors bon, tous ceux qui ont leur Apple TV réglé comme il faut, je leur présente d'avance toutes mes excuses parce que eux, ils ont fait l'effort. Mais vous allez voir, moi, autour de moi, il y en a plein qui ont l'impression d'être des pros de l'Apple TV et qui l'utilisent pas comme il faut.
Bon, on va pouvoir Alors, te dire vous ça. allez Moi, voir. j'en ai un aussi, donc je vais pouvoir te dire si j'ai fait ce que tu vas nous montrer. Voilà. Exactement, et vous allez voir que c'est assez facile. Alors, la première chose, il faut ouvrir Réglages. Donc ça, je pense Ça, que c'est vous simple. savez faire. Ensuite, vous allez dans Vidéo et Audio. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez quand vous êtes dans Vidéo et Audio que vous avez cliqué? Alors, ce que je vais faire, Alors, on va inviter les auditeurs qui n'ont pas la chance d'avoir la couleur d'aller sur YouTube pour voir la vidéo parce que Maître Voilà. Elie nous montre ça en direct sur son téléviseur. Donc là, on est passé, voilà, on est entré exactement. dans vidéo et audio. Et là, il y a format. Et format, généralement, suivant le téléviseur que vous avez, vous en réglez un par défaut. C'est-à-dire que si vous avez un téléviseur qui est un 4K HDR, vous mettez 4K HDR parce que vous êtes fier d'avoir un téléviseur 4K HDR. Eh bien, erreur. C'est une grosse erreur. Parce qu'en fait, ou là, dans le cas que vous voyez à l'écran, il y a marqué 4K Dolby Vision parce que le téléviseur que j'utilise là est un téléviseur Dolby Vision. Eh bien, c'est une grosse erreur. Parce qu'en fait, on force l'Apple TV à transcoder dans un format qui n'est pas adapté lorsqu'on n'est pas en train de jouer un film en Dolby Vision. Quand on est dans l'interface utilisateur, lorsqu'on a les icônes des logiciels, lorsqu'on regarde par exemple la télé en 1080p, voire en moins, quand vous regardez MyCanal ou Okui ou Molotov, ces programmes-là ne sont pas en Dolby Vision. Donc ça ne sert à rien de forcer le transcodage. Donc en plus, l'Apple TV ralentit dans ce mode-là. Donc, premier conseil, vous allez là où vous avez des menus et vous mettez votre téléviseur soit en 4K SDR, ce qui veut dire Standard Rate, ou pour Fabrice, en 1080p SDR, car ça marche aussi. Simplement, c'est le format de base, 1080p ou 4K, on pourrait même le mettre pour des vieux téléviseurs, encore moins, parce que vous allez voir qu'il y a toute une liste, c'est assez intéressant. Mais déjà, il faut être en SDR. Pourquoi? Parce que quand l'Apple TV démarre, on a des icônes et un menu, on n'est pas encore dans un mode film, donc il faut que ça soit le plus fluide possible et le plus correct colorimétriquement. Par exemple, si vous lancez une application, il y a des graphiques qui ont été faits par des designers qui, eux, ne travaillent pas en HDR du tout, et qui ne travaillent pas en Dolby Vision. Lorsque vous regardez, je ne sais pas, les caractéristiques du film que vous allez regarder, vous êtes toujours en SDR. Mais, grâce à la magie du réglage qu'on va faire, dès que le film va démarrer, vous allez basculer automatiquement dans le réglage qu'il faut, avec la plage de fréquence qu'il faut, et c'est ça la magie du système. Donc, on choisit... Ouais. Oui, juste pour être précis, SDR et HDR, ça veut dire High Dynamic Range et Standard Dynamic Range. Dynamic Range, voilà. Exactement. Donc, Et déjà, pas Definition. Exactement. Merci d'avoir précisé ça. Donc, la première chose, c'est que ça bascule, on perd quelques secondes et on revient au système de base. Donc là, on est en 4K SDR, très bien. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que vous devez contrôler, c'est que vous soyez dans la ligne au-dessous où il y a marqué sortie HDMI. Donc, il faut vérifier que vous soyez bien en YCBCR, puisqu'en fait, il y a 3 réglages. Soit vous êtes en RVB. Tu peux nous montrer? Oui, bien sûr. Donc, hop. Donc, voilà les 3 formats. YCBCR, qui est le format standard de la vidéo. Vous avez ensuite RVB haut ou RVB bas. Ce sont les 3 réglages possibles. Lorsque vous êtes en RVB, vous considérez que votre téléviseur est un moniteur vidéo. Donc, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Alors, quelle est la différence entre haut et bas, me direz-vous? Je l'ai testé. Ah oui, c'est simplement, en fait, le RVB haut et bas vous donne simplement la dynamique de l'affichage RVB. C'est-à-dire que soit vous êtes entre 0 et 255, ça c'est le haut, mais il faut avoir un câble rapide. Soit vous êtes entre 10 et 250. Ils ont simplement gagné un tout petit peu en bande passante et vous n'affichez pas l'ensemble du spectre RVB, mais pour tout ce qui concerne les films, et c'est ce qui généralement vous intéresse, il faut être en YCBCR, c'est le format d'affichage de vidéo. Donc ça, c'est juste un réglage. Et ensuite, vous avez la colorimétrie. La colorimétrie, ça encore une fois, c'est pour tout ce qui est graphique. Ça n'a aucune importance lorsque vous êtes en train de regarder un film ou une série. Et la colorimétrie, on en a déjà parlé, ça peut être du 4.2.0, ça peut être du 4.2.2, ou ça peut être, si vous avez un très bon câble HDMI, un très bon téléviseur, ça peut être du 4.4.4. C'est le maximum. Donc, quand vous cliquez dessus, vous avez la possibilité
dans un Apple TV, vous avez le choix entre le 4.2.0, le 4.2.2 ou le 4.4.4, ça dépend du moniteur. Donc là, vous avez le choix, dans mon cas, d'un 4.2.0, d'un 4.4.4. Je l'ai testé en 4.4.4. C'est super, on a le maximum possible. Donc là, on est content. Et là, on arrive à la partie que les gens ne gèrent généralement pas, mais qui est la plus importante. Adapter contenu, plage et fréquence. Donc, quel est votre réglage à vous? On peut poser la question. Parce que généralement, là, les gens répondent non et non. Et à quelle question? Donc, il y a deux lignes. Alors, Oui, adapter au contenu, adapter à la plage dynamique, oui ou non. Adapter à la fréquence d'image, oui ou non. Et donc là, il faut répondre oui ou oui. Et pourquoi? La plage dynamique, ça veut dire, si je trouve un film en HDR, je vais basculer le téléviseur en HDR. Si je trouve un film en Dolby Vision, ou une série, bien sûr, je vais basculer en Dolby Vision. Sinon, si je regarde un programme de télé standard qui n'est ni HDR ni Dolby Vision, je vais rester comme je suis. Et je ne vais pas consommer plus de ressources pour transcoder quelque chose et un signal qui ne contient pas l'information permettant de le faire. Donc ça, c'est la plage dynamique. La deuxième, c'est la fréquence d'image. Pourquoi? Parce que si vous mettez une fréquence fixe, vous allez choisir quoi? Du 25 images par seconde. Oui, en fait, c'est oui ou non. On fait oui, non. Ah, d'accord. Il n'y a rien d'autre. Mais l'explication, c'est que vous pouvez choisir 25 images par seconde, vous pouvez choisir 50 images par seconde, mais certains films sont en 24 images par seconde. Si votre téléviseur le supporte, pourquoi vous priver du mode cinéma qu'a choisi le réalisateur et que votre téléviseur est capable de faire? Donc, à partir du moment où vous mettez oui, quand vous commencez à jouer votre film ou votre série télé, il y a des métadonnées, des informations qui disent « Je suis en HDR ou en Dolby Vision ». Je suis en temps d'image par seconde, et d'ailleurs, j'ai du son, mais ça sera pour une autre fois, j'ai du son qui va être Atmos ou pas Atmos. Donc, et tout ça, on peut le régler comme ça. Donc, déjà, si vous avez réglé ça... Donc, on met oui et oui. On met oui deux fois. Oui et oui. Exactement. Et donc, maintenant, il y a une dernière chose à vérifier, c'est que... On descend, on scrolle jusqu'en bas. Pardon. Non, on remonte. Non. On remonte au début. Là où vous avez donc le format, vous allez voir, je suis remonté à format. Donc là, vous voyez que j'ai toujours mon 4K SDR qui est sélectionné, mais il y en a d'autres. À quoi correspondent ces autres formats? Ce sont les formats que j'ai déjà testés dans le téléviseur. Et si ça se trouve, vous aurez une liste avec moins de formats parce que vous ne les aurez pas testés un par un. Comment voir ça? Il faut défiler, c'est là où il faut aller jusqu'en bas de l'écran. Et en bas de l'écran, vous allez avoir quelque chose qui dit « Autre format ». Vous cliquez dessus, et là, vous avez tous les formats que vous n'avez pas testés. C'est-à-dire, tant que vous ne les avez pas testés, l'Apple TV ne va pas essayer de basculer dans ces modes-là parce que simplement, il ne les connaît pas. Il connaît les principaux. Il connaît 1080p, 4K, etc. Mais il suffit de tester un des formats qui sont là. Par exemple, 4K Dolby Vision en 60 Hz. Si vous êtes aux États-Unis, en Europe, 50 suffit. 4K HDR en 60 Hz. Vous voyez, donc on va trouver des résolutions du style du 720p. On va trouver des résolutions du style 640-480 si vous avez un téléviseur 4 tiers des années 80. Peut-être que Gilles en a un dans sa collection, on ne sait jamais. C'est pas beau de se moquer. Pourquoi Gilles tout de suite? Bon, mais c'est parce que Gilles adore avoir une collection d'appareils de tous les âges. Donc, mais Élie, oui. Tu disais que le réglage précédent, en fait, adaptait l'affichage de l'Apple TV en fonction de la source. Donc finalement, ces réglages-là, est-ce qu'ils servent à quelque chose? Parce que l'Apple TV bascule automatiquement, non? Il bascule par rapport à ceux qu'il connaît, ceux qui sont dans la liste qui n'est pas votre réglage. Si ça se trouve, quand vous allez l'utiliser sur votre Apple TV, vous n'en aurez que 3. Et vous allez basculer en HDR, SDR et puis 1080p. Et vous dites, ah bon, mais je peux afficher que 3 réglages dans ma télé? Non, pas du tout. Il faut aller dans autre format et valider tous les autres, tous ceux qui vous intéressent. Vous n'êtes pas obligé de les faire tous. Là, je ne suis pas dans mon salon home cinéma. Je me suis amusé à tous les valider. Ça prend un peu de temps parce que
à chaque fois que vous choisissez un format, l'écran va se noircir pendant quelques secondes, généralement 5 à 10 secondes. Donc, si vous en validez 25 ou 30, il faut juste être patient et se dire, moi, je veux savoir tout ce qu'est capable de faire mon téléviseur, je vais tous les tester, y compris le 576, donc, qui est encore moins bon que le 640-480. Donc, mais en fait, généralement, vous allez mettre tous ceux qui vous intéressent et qui sont susceptibles d'être utilisés par les films que vous avez. Donc, vous allez avoir du SDR en 1080p, des fois parce que vous n'êtes pas obligé d'être en 4K tout le temps. Quand vous passez du MyCanal, il y a très peu de choses qui sont en 4K. Hein. Donc, vous pouvez fonctionner en 1080p. Le jour où il y a du 4K, il bascule en 4K tout seul. Hein. Donc, ce réglage que j'avais fait au départ de 4K SDR, c'est le format maxi parce que c'est un téléviseur 4K, mais j'aurais pu mettre du 1080p SDR et ça serait encore plus rapide en affichage. Donc, vous avez un Apple TV qui est super rapide. Et donc, alors, quels sont les inconvénients de cette méthode? C'est que, bon, vous êtes dans votre interface Apple TV, donc de base, donc là, vous avez vos menus, etc. Dès que vous allez basculer sur une des applis capables de faire du HDR ou du Dolby Vision, donc à savoir Apple TV+, mais aussi Netflix, mais aussi Prime, mais aussi Disney+, etc., etc., il y aura... Vous lancez un film ou une série télé, vous allez voir l'écran qui s'éteint pendant quelques secondes et ensuite qui démarre avec la qualité. Et vous aurez le logo Dolby Vision, le logo HDR qui va apparaître sur votre téléviseur pendant quelques secondes. Ce qui vous confirme que le téléviseur a basculé de son mode standard SDR vers le mode Dolby Vision ou HDR dont vous rêviez pour voir le film, mais que vous n'avez pas besoin d'avoir 24 heures sur 24, parce qu'en plus, ça fausse les couleurs. Donc, vous avez un Apple TV, vous dites, mais c'est bizarre cette interface, c'est quoi ces couleurs? En fait, c'est parce que vous n'êtes pas dans le bon mode, hein. C'est tout simplement ça. Et bon, je dirais comme excuse que c'est quelques secondes de noir avant le début du film ou c'est quelques secondes de noir avant le retour au menu, parce que quand vous allez appuyer sur le bouton menu parce que vous avez fini de regarder le film, il y aura un petit passage au noir avant de revenir à l'interface standard en SDR. Et dites-vous que vous êtes au cinéma, l'écran, la lumière s'éteigne avant le début du film et pareil, les lumières après vont s'allumer après la fin du film. Donc, c'est le seul bémol, c'est que ce basculement n'est pas instantané aujourd'hui. Mais en même temps, la différence de qualité et le fait d'être en HDR lorsqu'on a besoin de HDR et en Dolby Vision lorsqu'on est en Dolby Vision, franchement, c'est le jour et la nuit plutôt que d'avoir un truc transcodé tout le temps, parce que votre Apple TV déjà transcodera pour être tout le temps en Dolby Vision ou en HDR alors qu'on n'en a pas besoin. Il va exagérer la dynamique des images. Ensuite, il va transcoder pour être à une fréquence dont il n'a pas besoin. S'il a besoin de 25 Hz, ce n'est pas la peine d'être en 50. Donc, vous voyez, c'est tout ça joue sur l'utilisation de l'Apple TV et sur la qualité de ce que vous allez regarder. Et vous pouvez être sûr qu'avec ces réglages-là, vous ne raterez aucun film. Quand il est en 24 images secondes, il sera en 24. Si jamais vous avez la version d'Avatar qui est en high frame rate, qui n'est pas pourtant pour l'instant dans l'Apple TV Store, parce que, évidemment, j'ai acheté Avatar dès qu'il est sorti, donc il y a 2 jours, parce que plutôt que de payer le Blu-ray 39 € dans un magasin de vente de Blu-ray, Apple vous le vend pour 16 €, donc la version qui est absolument dans les meilleures qualités de la Terre, c'est-à-dire que c'est dans 4K. Vous l'avez en Dolby Vision, vous l'avez en Dolby Digital 7.1. Si vous n'avez pas du 7.1, vous le mettez en 5.1 aussi, pour le même prix. Donc, du coup, pour 16 €, vous avez tous les formats de la Terre. Vous avez les sous-titres, vous avez les différentes langues. Moi, je dis oui. La seule chose que je n'ai pas eu, c'est le HFR qui est passé dans quelques cinémas en France, puisque Avatar 2 a été filmé en 50 images secondes et non pas en 25. Donc, ils étaient en format double. Donc, mais bon, si le téléviseur le supporte, je ne pense pas que ce soit le cas, on pourrait le voir, effectivement. Donc, c'est pour vous dire que avec ce réglage-là, vous êtes prêt pour les téléviseurs du futur et pour passer tous les contenus qui vont arriver au fur et à mesure. Donc, je vous le conseille, essayez-le. Dites-nous sur Twitter si vous étiez parfait au niveau des réglages ou si vous avez appris quelque chose et si vous trouvez que c'est mieux. Absolument. Avec le hashtag iWeekLSA. Elie, je te propose de te recadrer pendant que je te pose cette dernière question. Ça marche avec tous les modèles d'Apple TV ou c'est seulement avec le plus récent ou les 2 plus récents avec lesquels ça fonctionne?
Ça marche depuis longtemps avec tous les modèles d'Apple TV. En tout cas, depuis au moins 3-4 ans. Mais je ne sais pas pourquoi on n'en a jamais parlé. Mais parce que, bon, il faut dire aussi, je l'avoue humblement, que moi-même, je n'étais pas forcément réglé comme il fallait. Parce que quand j'ai eu mon premier téléviseur Dolby Vision... Non, mais quand j'ai eu mon premier téléviseur Dolby Vision, je pris mon Apple TV, j'ai vu qu'il y avait Dolby Vision, j'ai cliqué dessus, j'ai dit « Ah, Dolby Vision, je te veux !» Et puis après, je trouvais effectivement l'interface un peu bizarre, donc je me suis renseigné, j'ai consulté des experts, hein, et j'ai regardé des tutos, etc., pour en faire la synthèse rapide que je vous donne aujourd'hui, mais il y a des tutos entiers sur YouTube d'1 heure sur le réglage de l'Apple TV, hein, donc je vous assure qu'il y a des mecs qui passent du temps. Mais on apprend des choses, moi j'ai appris ça, donc je me suis dit pourquoi ne pas le partager. Bon, et si j'ai bien compris, on se retrouvera très vite pour la partie audio. Je vais faire ça. Ça sera une des prochaines fois. Absolument. Comment écoute, faire merci. Du Atmos partout. Merci infiniment pour ce tuto audio, Élie. On se retrouve dans une poignée de secondes avec les cartons et les coups de cœur de la semaine. Carton jaune, carton rouge, mais aussi des coups de cœur, évidemment. C'est toutes les semaines dans A-Week. Mon cher Fabrice, tu as un de chaque, si j'ai bien compris. J'ai un de chaque. Je vais commencer par passer ma colère sur... Alors pas forcément sur Microsoft, mais sur le fait que Microsoft et Apple n'arrivent pas à travailler ensemble comme il faut, notamment dans le monde professionnel. C'est-à-dire que j'ai tout un tas de clients qui utilisent Microsoft 365. Et parmi ces clients, il y en a qui sont sur Mac. Alors formidable, mais ça cause pas bien ensemble, quoi. C'est-à-dire que j'ai tout le temps des problèmes de synchronisation de contact avec des informations qui se perdent, des problèmes de calendrier. J'ai un client, ils sont une vingtaine. Et ils voudraient tous voir le calendrier de tous les petits camarades. Et alors, là, pour ceux, il y en a à qui ça va parler peut-être, la délégation de calendrier de Microsoft 365 dans l'application de calendrier d'Apple, c'est une tannée. Ça marche pas. Donc, ça m'agace. Parce que du coup, en plus, quand on est en charge de ça, on essaie de mettre ça au point pour le client, puis le client n'est pas content parce que ça marche pas. Voilà. Et donc, on est obligé de trouver des trucs, de publier des calendriers pour ensuite s'abonner au calendrier via l'adresse, via l'URL, plutôt que de pouvoir utiliser les trucs. Donc, il y a des outils. Et le problème, par exemple, aussi, c'est que on peut utiliser Outlook sur Mac, ça marche, sauf que Outlook n'est pas capable d'utiliser les contacts qui sont stockés sur iCloud. Et donc, ça implique de mettre ces contacts chez Microsoft. Mais comme j'ai dit juste avant, en fait, ça marche pas. Quand ensuite on utilise un iPhone. Donc, c'est une merde impossible à gérer. Et donc, c'est mon coup de gueule parce qu'en plus, j'ai passé des heures aujourd'hui à régler ça et ça m'agace et je suis poli. Et donc, voilà. Donc, c'est mon coup de gueule. Il y en a marre. Pourquoi ils peuvent pas se parler? C'est quand même pas la mort. Ça me tue que ça fait 40 ans que ça existe, ces choses-là. Et pour faire de la synchro, on sait toujours pas faire. C'est nul. Voilà. Bon. Heureusement. Je souffle. Heureusement, tu as vu du ciel bleu. J'ai vu du ciel bleu, et alors ça va peut-être en surprendre quelques-uns. Je vais faire un petit coup de cœur sur le clavier tactile de l'iPhone. On entend souvent parler, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais le clavier, il n'est pas formidable, il fait des erreurs, etc., etc. Alors oui, il fait des erreurs en autocorrection. On a tous tout un tas de petites histoires de problèmes d'autocorrect qui corrigent pas comme il faut. Mais là où ça m'a remis ça dans l'autre sens, c'est, on en a parlé dans la quotidienne qu'on avait fait avec Ellie, SwiftKey, le clavier de Microsoft. Donc on peut, pour rappel, on peut changer le clavier, ou on peut ajouter d'autres claviers à l'iPhone, et on peut donc ajouter le clavier SwiftKey qui a été racheté par Microsoft il y a quelques années, notamment dans cette dernière version, parce que ça inclut Bing et donc ChatGPT, pour faire une requête en mode conversationnel directement depuis le clavier. Voilà, l'idée est très bonne.
Mais je me suis aperçu qu'à l'époque, il y a quelques années, j'utilisais SwiftKey, je trouvais ça intéressant. Et puis en fait, à l'usage, je l'ai enlevé parce que c'est moins bon que le clavier de l'iPhone. Alors voilà, donc c'est pour ça que je voulais refaire un petit coup de cœur sur le clavier de l'iPhone. Ça fait bizarre parce que ça existe depuis 15 ans ou plus que l'iPhone est sorti. Et non seulement c'est pas si mal, mais c'est même plutôt bien parce que on voit mieux sur le clavier, ça fait moins d'erreurs. Il y a le mode où on peut glisser le doigt d'une touche à l'autre plutôt que de taper. Ça marche très bien, moi j'utilise ça tout le temps. Voilà. Donc il y a sûrement d'autres il existe d'autres claviers de remplacement pour l'iPhone, mais celui de base sur l'iPhone, il fonctionne très bien. Et donc voilà, je m'y attendais pas moi-même, c'est mon coup de cœur d'aujourd'hui. Merci Fabrice. Maëlie, je me tourne vers toi. Yes. Alors, coup de cœur ou carton? Non, coup de cœur, énorme coup de cœur. Vous savez que j'adore les films de science-fiction, je suis un grand fan de Star Wars, vous le savez, mais je suis aussi un grand fan de Star Trek depuis des années et des années. Et je vous ai parlé, c'était mon coup de cœur de début de saison de Star Trek Picard, saison 3. Qui vient de se terminer la semaine dernière. J'avoue que j'avais une petite larme à l'œil sur les 2 derniers épisodes. Ça m'a rappelé plein de choses, plein de souvenirs, etc. Et donc, mon coup de cœur, c'est en fait, j'ai découvert à travers cette saison 3 un mec extraordinaire qui s'appelle Terry Matalas, qui est en fait le showrunner, donc celui qui est en charge de la saison 3, qui en même temps supervise les scripts, mais qui est aussi capable de diriger des épisodes. Il l'a fait sur le dernier. Et c'est un mec, il est assez passionnant. Il y a une vidéo sur lui sur YouTube. Et en fait, où il raconte comment il est arrivé là. Et donc, c'est un jeune étudiant en école de cinéma. Donc, en dernière année, il a envoyé des CV par mail à toutes les adresses de Paramount qui étaient impliquées dans les Star Trek, dans les films, dans les séries. Il y en avait 4 ou 5, etc. Il a écrit à tout le monde. Donc, évidemment, au départ, il a eu que des rejets ou des non-réponses pendant plusieurs mois. Et puis, quelqu'un lui a dit « Ok, on a besoin d'un stagiaire », ce que les Américains appellent dans le milieu du cinéma un gopher. Gopher est la personne qu'on va envoyer pour chercher le café, pour aller chercher un accessoire au vestiaire, pour aller, aller repasser le costume d'une actrice. Enfin, le mec, il est là pour tout. Et donc, il raconte qu'il était ravi parce qu'il était dans l'univers Star Trek et que du coup, il l'envoyait. Un jour, il était à côté du réalisateur. Un autre jour, il était avec des acteurs qui étaient en train de répéter leurs dialogues, etc. Et à force de rester là, il a appris des choses et puis on lui a confié des petites missions et puis il a travaillé dans des séries, etc. Et il a fini par avoir la responsabilité entière de la saison 3. Et ce qui est génial, c'est que après la fin de Star Trek Next Generation, donc ça date d'il y a une vingtaine d'années quand même, on avait perdu Star Trek. C'est-à-dire qu'il y a eu des tas de séries, Strange New Worlds, il y en a eu plein, mais ce n'était pas l'esprit Star Trek. Et 20 ans après, le mec arrive, c'est un jeune, et il nous fait une saison comme les meilleurs épisodes de Star Trek de toute l'histoire, à tel point qu'il y a des pétitions en ligne pour qu'il continue, qu'il puisse faire des nouvelles saisons ou des nouveaux films, etc. Et donc, c'était un énormissime coup de cœur parce que le mec est un passionné, il suffit de regarder la vidéo sur YouTube. Et en fait, son amour pour Star Trek, on le voit dans cette série que j'ai trouvée incroyable et que je conseille à tout le monde une fois de plus. Bon, et c'est sur quelle plateforme Star Trek aujourd'hui? Star Trek, on trouve ça sur MyCanal ou sur Prime. C'est sur Amazon Prime. Sur Amazon Prime aussi. Prime. Tu as vu aussi sur Paramount Plus. Ouais, parce que c'est du CBS Studio, donc c'est Paramount, mais on le trouve sur Amazon. Ouais. Et t'as aimé autant qu'Ellie? Oui, j'ai aimé et j'ai été même surpris parce que j'avais regardé Picard saison 1 et 2, j'avais trouvé ça un peu poussif. Je suis un fan de Star Trek aussi, hein, donc je me force un peu, entre guillemets, c'est-à-dire que j'aime bien ça. Et puis, et en fait, j'étais pas sûr de regarder la saison 3 et j'ai vu, j'ai entendu le coup de cœur d'Ellie et je me dis, bon, je vais regarder quand même. Et alors, je suis tombé dedans et je suis tout à fait d'accord, j'ai trouvé que cette saison était formidable et qu'il y a une belle place laissée à, alors pour ceux qui connaissent, on
va pas en dire plus, mais à Seven of Nine, Jonathan Frakes qui joue Riker. Alors, je l'ai jamais trouvé aussi bon, cet acteur, qui dirige aussi beaucoup d'épisodes de Star Trek. Quand il fait pas beaucoup de films, c'est pas un réalisateur très. En gros, il travaille que pour Star Trek, quoi. Quand il réalise, c'est que pour Star Trek. Enfin voilà, donc il y a plein de trucs et effectivement, l'esprit est super bien suivi. Enfin voilà, donc je suis entièrement d'accord avec Ellie. J'ai beaucoup aimé cette saison 3, absolument. C'est fini pour cet épisode 134. Merci de votre fidélité, de votre soutien sur patreon.com/iWeek. Merci d'être là avec nous chaque semaine. Salut les copains, en envoyant une bise à François Le Truédic et à Gilles qui a dû partir précipitamment. Salut Ellie. À bientôt. À très vite dans la semaine Apple et dans la quotidienne bien sûr. Et aussi salut à toi Fabrice. Salut Benjamin, salut Ellie, à la semaine prochaine. On remercie aussi nos invités du jour, Martial et Léonard You. Je vous rappelle que ce sont les co-auteurs du livre ChatGPT School pour les étudiants, le guide complet pour réussir ses études avec ChatGPT. Vous le trouvez exclusivement sur Amazon.fr au prix de 14,99 €. On leur souhaite plein de succès et puis on leur dit à très vite dans iWeek, la semaine Apple. Suivez-nous sur les réseaux, Twitter @iWeekNews, Instagram @iWeek.news et Mastodon @iWeekNews @mastodon.world. N'oubliez pas la version vidéo dès jeudi sans pub sur Patreon et à partir de dimanche sur YouTube. Merci d'avance si vous passez par Apple Podcast pour vos notes 5 étoiles et puisque vous serez sur Apple Podcast, laissez donc un avis, ces quelques mots qui donneront envie à d'autres et qui exprimeront tout le bien que vous pensez de ce rendez-vous hebdomadaire. Et puis enfin, cette semaine, je vous le dis et j'insiste, n'oubliez pas la semaine prochaine, Mark Gurman de Bloomberg, notre invité exceptionnel. Dans un instant, nous on enregistre le bonus hebdo pour notre communauté Patreon. Il est consacré cette semaine au succès du reconditionné chez Apple, plus 16% en 2022. Ça se passe sur patreon.com/iWeek. Prenez bien soin de vous, passez une belle journée, une belle soirée. Et on vous dit à la semaine prochaine, sans doute jeudi soir avec Mark Gurman. Ciao à tous, bye bye. Bonne soirée. Bye bye.